C'est parti. Bien, bonjour à tous, je suis ravie. Donc aujourd'hui, nous allons donc démarrer ce webinaire par un petit moment consacré à l'information sur l'EMCC. Et je vais donc vous raconter toutes les nouveautés parce que je crois que comme d'habitude, vous ne savez pas tout ce à quoi vous avez droit. Donc, je vais me permettre de partager mon écran pendant quelques minutes. Bien, donc nous sommes donc la commission dynamique associative et aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que nous faisons. Donc, nous sommes 4 bénévoles, administrateurs. Donc, il y a moi, Anthony, Soraya et Ando qui ce soir n'est pas avec nous. Notre raison d'être, c'est de venir en soutien et en support de toutes les initiatives venant des membres de l'EMCC France et aussi promouvoir les métiers, améliorer la visibilité des adhérents, des délégations régionales et des commissions. Donc, il y a un pack service, il y a une chaîne YouTube EMCC France et il y a une radio. Donc, la radio, eh bien, c'est un quartet voilà, qui s'occupe donc de mettre en avant les commissions, les membres, les auteurs. Il y a comment l'écouter. Donc, on va sur le site de l'EMCC et on clique sur ce petit logo, ou bien on va sur Spotify, Deezer, Apple Podcast. Il y a beaucoup d'émissions, un ton très particulier. C'est vraiment agréable à écouter. Ensuite, il y a le groupe de soutien Intercoach, qui est une des portes d'entrée à l'EMCC, où on offre aux coachs qui démarrent leur activité ou qui ont des difficultés, les moyens de sortir de l'isolement, développer leur visibilité, l'identité et leur singularité. Après, comment nous trouver? On fait un événement par mois, donc on va sur la page EMCC, l'agenda, tous les événements avec le nom de notre commission et tous les thèmes. Le prochain webinaire sera le 24 mai sur le burn-out et comment et quand faire appel à un coach professionnel. Donc, voici le programme que vous aurez jusqu'à la fin de l'année. Tous les webinaires de 2022 sont disponibles en replay depuis le mois de septembre. Et avec votre adhésion au MCC, vous avez droit à des services à prix négocié. Donc, vous verrez tout ça. Et ce qui est important, c'est que nous venons de signer pour les adhérents un contrat cadre avec un service ANM Consource qui est obligatoire pour tout professionnel qui travaille avec un particulier. En cliquant sur ce lien, donc, vous arriverez directement à une page et vous aurez accès à un service de médiation. C'est à mettre sur toutes vos factures, sur tous vos devis et sur tous les documents qui sont à destination des consommateurs. Donc, vous aurez ce document. Alors, aujourd'hui, je voudrais mettre une région à l'honneur. Est-ce qu'on peut réactiver le micro, s'il vous plaît, de Delphine Turcot? Delphine, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Ah, bonjour Delphine. Alors, Delphine est responsable régionale, donc EMCC de Occitanie-Est. Qu'est-ce que c'est qu'un responsable régional, Delphine? Alors, déjà, la première chose, c'est de pouvoir justement faire la promotion et défendre nos métiers donc, sur le territoire, hein, puisque moi, je couvre 5 départements, pardon, donc le 11, le 30, le 34, le 48 et le 66. Donc, l'idée, c'est de pouvoir, en fait, être présent sur le local et mettre en place différentes actions, donc avec les réseaux, notamment d'entreprises, hein, pour justement faire la promotion de nos métiers, la promotion de la fédération. Évidemment aussi, tenter tant bien que mal aussi d'acquérir de nouveaux adhérents aussi, hein, montrer tous les bénéfices qu'il y a à être adhérent de l'EMCC. Tu peux me parler de tes activités? Qu'est-ce que vous proposez en Occitanie-Est pour les Dans les adhérents? activités locales, alors moi j'ai pris le mandat au mois de mai de l'année dernière, hein, donc c'est assez récent quand même. Et à ce jour, dans le passif, les actions qui ont été menées, c'est des présences. Donc, on était présent sur 2 grands événements à Montpellier, donc de réseaux d'entreprises, donc créateurs, repreneurs d'entreprises.
Donc, l'idée, c'était effectivement de mettre en avant la fédération, de pouvoir renseigner les personnes qui potentiellement étaient intéressées pour une adhésion à l'EMCC, animer des flash coaching aussi pour faire découvrir ce qu'était le coaching aussi. Donc, voilà, avec des formats d'interview à l'issue de ces flash coaching. Et donc, ce que tu me disais, c'est que vous aviez donc 85 membres déjà. Alors, oui, on a 85 membres actuellement, oui. Et donc, tu aurais besoin de bénévoles dans ta région pour travailler avec toi sur quel type de projet? Alors, effectivement, je suis en recherche de bénévoles, notamment pour la partie communication. Oui. C'est quand même enfin, ça demande quand même de l'investissement parce qu'à chaque fois qu'on met en place des actions, on communique sur les réseaux, on communique aussi avec les coachs sur les rencontres qui peuvent avoir aussi lieu en local aussi. Donc, il y a vraiment un gros travail de communication. Ce qui est formidable, c'est quand on travaille dans une équipe, nous on est tous aussi bénévoles, d'un seul coup on n'est plus isolés, on est ensemble et ça nous donne une belle énergie pour aller retrouver des clients. Voilà, écoute Exactement. Delphine, je te remercie beaucoup. Il y a tes coordonnées, il y a ton mail, ton téléphone et je vous recommande, tous ceux parmi vous qui sont dans ces départements, donc le 11, le 30, le 34, le 48 et 66, de rentrer en relation avec Delphine et d'entrer dans son équipe. Vous passerez un excellent moment et vous repartirez plein d'énergie. Delphine, je te remercie. Merci. Merci beaucoup. Alors, je vais continuer. Donc, voilà, sur le site, il y a des demandes de bénévoles pour les commissions et je termine avec les différentes adresses. Pour contacter le groupe de soutien intercoach, voici le numéro du groupe, voici le mail du groupe pour y rentrer et partagez-nous vos envies, vos idées et tout ce que vous avez envie avec nous pour qu'on est là pour vous et pour vous faire grandir en même temps que nous. Voilà, le prochain webinaire sera donc sur le burn-out, apport et limites du coaching. C'est le 24 mai. Ce sera animé par Claude Lenoir et Marie Willems. Et maintenant, j'en ai terminé. Je reviens à nous aujourd'hui, réparer les histoires avec les pratiques narratives. Et donc, j'arrête le partage d'écran. Hop là. Donc, je passe maintenant, je passe la parole à Gina. Eh bien, merci. Merci Sylvie. Bonsoir à toutes et à tous. Merci à vous d'être là. Voilà, je suis ravie de vous rencontrer en visio, mais néanmoins de vous rencontrer. Je voulais remercier rapidement le MCC de me donner la parole ce soir. Merci à Sylvie et à son équipe, Soraya et je crois Anthony, ce soir, qui vont faciliter un petit peu les échanges. Voilà ce que j'ai imaginé pour ce soir. On va passer à peu près 1 heure et demie ensemble. Alors, je regrette, j'aurais adoré qu'on fasse un tour de table, mais on est beaucoup, j'ai l'impression. Donc, ça va pas être possible ce soir, ou alors on n'aura pas assez de la soirée. Mais voilà ce que j'ai imaginé pour ce soir, pour cette 1 heure et demie à passer ensemble. Bien sûr, on vous a promis quelque chose, donc je vais parler de réparer les histoires, qui est un peu mon actualité en ce moment. J'ai un livre qui est sorti sur ce thème. Donc, comme on a 1 heure et demie, dans mon livre, je parle de 12 manières, pour moi en tout cas, de réparer les histoires, mais je ne vais pas pouvoir les élaborer toutes avec vous. Donc, je vais vous en parler de 2, 3. Et puis, ma manière de rendre cette soirée interactive, c'est peut-être, déjà, j'adorerais avoir la preuve qu'il y a des gens derrière ces petites fenêtres. S'il y avait 2, 3 personnes qui voulaient bien me dire un petit bonjour ou je sais pas, peut-être qu'est-ce que… Bonjour Dina. Bonjour merci, Dina. merci, Hello, Charlotte. Dina. Bonjour Dina. Bonjour Dina. Bonjour. Bonjour Dina. Merci d'être là. Bonjour. C'est adorable, c'est adorable. Salut, Merci Dina. beaucoup. Je n'en attendais pas tant. Merci beaucoup. Voilà, merci, parce que j'ai vraiment besoin qu'on passe la balle. Vraiment, visio, pour moi, c'est quelque chose encore. Donc, vous m'avez passé la balle et comme si vous m'aviez donné de l'énergie. Donc, je vais y aller. Donc, voilà, je
Donc après, je vais vous parler de 2-3 manières de réparer les histoires, alors que j'en ai développé 12. Et puis, à chaque manière, voilà, je vais faire un petit arrêt. Et puis Soraya, peut-être aussi Anthony ou Sylvie, prendront un peu les questions que vous avez par rapport à cette manière de faire, en fait. Voilà. Donc voilà, l'interactivité se fera au niveau des questions-réponses. Et puis si voilà, si vous le sentez, en fonction du temps qu'on a, ce que j'aimerais beaucoup, c'est il y a voilà, parce que je me suis dit on est nombreux pour faire des sous-groupes, etc. Donc je me suis dit peut-être il y a quelque chose qu'on peut faire en grand groupe. C'est à un moment donné, ce qui aide à réparer les histoires, c'est des questions, en fait, des questions qui réparent les histoires. Donc, je vais vous en parler et puis peut-être vous parler d'un petit cas, puis de voir quel type de questions, après, quand je vous aurai présenté un peu les choses, quel type de questions vous pourriez proposer en sachant qu'elles sont toutes bonnes. Hein. Ce n'est pas du tout pour dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. C'est vraiment pour voir un petit peu par rapport aux pistes que je vais vous proposer, parce que chaque piste est une intention et chaque intention va générer un type de questionnement. Voilà, mais je vais vous en parler, on va avancer pas à pas. Mais en tout cas, je vais essayer de trouver des endroits où on interagit, en tout cas, parce que pour moi, ces soirées, elles sont bien que si c'est vraiment un petit peu interactif. En tout cas, j'espère qu'à l'issue de cette soirée, eh bien, ça vous donnera envie peut-être déjà de vous lancer sur, sur cette manière de réparer les histoires d'une manière ou d'une autre, ou de considérer que peut-être il y a certaines histoires de problèmes qu'on peut réparer. Et puis, voilà, et puis peut-être d'en savoir un petit peu plus. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, je vais me présenter de manière assez narrative, en fait, parce que je vais partager un document avec vous. Et puis, quand j'ai préparé un petit peu cette soirée et ce que je pouvais faire avec vous, je me suis dit, mais ça me vient d'où ça me vient d'où de vouloir réparer des histoires alors que j'y connais rien en mécanique. Donc, je pense que voilà, je pense que je suis allée un peu loin, mais je pense que c'est la vérité. Donc, je vais vous présenter un petit document. Voilà. Donc, réparer les histoires, je le dois à une personne. Voilà, je vais vous la présenter. Je vais faire un diaporama. C'est ma sorcière bien-aimée. Alors, je ne sais pas, peut-être c'est générationnel. Il y en a des plus jeunes, peut-être, mais ma sorcière bien-aimée. Voilà, je vais me présenter à travers une de mes histoires, une de mes héroïnes quand j'étais enfant. Une de mes héroïnes quand j'étais enfant, c'est Samantha. Je ne sais pas si vous connaissez ma sorcière bien-aimée pour les ma génération. Oui, Mais Oui, évidemment. voilà. Donc voilà, il y a ma sorcière bien-aimée. Donc moi, c'est un feuilleton. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, ma sorcière bien-aimée, c'était un feuilleton quand j'étais enfant qui présentait une femme. Alors, ce n'était pas un dessin animé, hein, c'était des vrais gens. Elle s'appelait Samantha. Et Samantha, elle avait la particularité, rien qu'en bougeant le bout de son nez, elle était magicienne, de réparer les histoires, en fait. Et je me souviens que j'étais fascinée par… D'abord, elle était jolie, elle était drôle, enfin, c'était très léger comme climat. Et elle était la seule de sa famille à être magicienne et elle réparait toutes les histoires de la famille, rien qu'en bougeant le petit bout de son nez. Voilà. Donc, j'ai été baignée vraiment par ma sorcière bien-aimée. Alors, évidemment, et je pense que je vous raconte cette histoire parce que je pense réellement que les héros qu'on a adorés enfants construisent nos vies, en fait. Je pense que les pouvoirs qu'on admire chez eux, on les a en quelque sorte un peu développés. Voilà. Moi, je n'ai pas attendu d'être dans l'accompagnement pour essayer de régler les problèmes des gens. Je pense que dans ma famille, enfant, on m'appelait Oggy les bons tuyaux parce que mes frères et sœurs, parce que déjà, j'étais celle qui les aidait à un peu régler leurs petits problèmes. Et puis ensuite, pareil, dans les organisations, quand j'ai travaillé, etc. Et puis un jour, j'en ai fait un métier. Et aujourd'hui, je pense que j'ai choisi une pratique, je vais vous la présenter un peu après, qui dissout les problèmes, en fait. Les pratiques narratives, en pratique narrative, qui est ma couleur d'accompagnement, on dit qu'on dissout les problèmes, c'est-à-dire le problème est toujours là, mais il a perdu. Vous savez, c'est comme un sucre dans l'eau. Il se dissout, c'est-à-dire qu'il n'est pas là comme un bloc à nous bloquer, mais voilà, il est dissous et il nous empêche plus d'avancer, en fait. Voilà, vous voyez, je bouge pas le bout de mon nez, mais moi, j'adore travailler à décoller les étiquettes des gens, vous voyez. Je suis comme ça, je ne sais pas prendre de décision, etc.
sans bouger le bout de mon nez, j'arrive enfin, je trouve que ma pratique est assez magique, en fait, pour tout vous dire. Voilà, par rapport à réparer les histoires. Donc, voilà comment je voulais me présenter à travers ma sorcière bien-aimée. Voilà. Maintenant, je vais vous dire c'est quoi réparer les histoires et ce que j'entends par là, en fait. Réparer les histoires, c'est comment aborder les histoires de problèmes avec les gens qu'on accompagne. Alors, ils n'ont pas tous des problèmes, hein, mais là, il se trouve que le thème ce soir, c'est réparer les histoires de problèmes. Donc, comment aborder les histoires de problèmes en faisant en sorte que la personne ne se sente jamais le problème, en fait, et en faisant en sorte aussi qu'elle reste digne dans ses difficultés, en parlant de ses difficultés. Donc, une des manières de réparer les histoires, c'est vraiment déjà ça. C'est-à-dire, on en parle, mais sans se sentir le problème. La personne n'est jamais le problème en pratique narrative. Elle a une relation avec une histoire de problème, mais elle n'est pas le problème. Donc, voilà, je vais vous expliquer comment on fait après. Et du coup, ben, voilà, on peut parler de son problème en restant digne, voilà, en ayant des solutions, etc. Réparer une histoire, c'est aussi quand une personne vit des difficultés. Pourquoi réparer une histoire? C'est aussi recréer un système de vie, en fait, dans ce qu'elle vit. Vous savez, on a tous plus ou moins des histoires de problèmes qui, ben, voilà, on les affronte, on n'a pas besoin d'aller voir un coach pour ça, etc. Mais quand on consulte quand même, c'est qu'il y a quelque chose qui nous paralyse un petit peu, on ne sent plus d'issue ou quoi. Donc, c'est donc la personne, elle n'est plus dans la vie, en fait, elle est dans la survie, elle survit à ce qu'elle vit, en fait. Donc, c'est comment on va recréer un système de vie pour que la personne, voilà, retrouver le mouvement de la vie, quoi, comment elle peut agir face à son problème. Je vous dis ça parce que réparer une histoire, ce n'est pas, il n'y a plus de problème. Le problème est là, mais il a perdu de son influence, il s'est dissous et il ne nous empêche plus d'avancer. On a compris comment il fonctionnait, on peut mettre des choses en place, etc. Voilà, c'est pas du miracle, hein. Voilà. Ensuite, pour réparer les histoires, après je vais rentrer dans les détails de comment on fait, mais là je pose un peu le décor en fait. J'ai besoin de vous dire d'où ça vient. Donc, d'où je parle, je pense que je parle principalement du pays des pratiques narratives, hein. C'est vraiment la pratique, je pense que c'est vraiment cette pratique qui, j'avais envie de faire ça, je le faisais déjà plus ou moins à ma manière, mais j'ai trouvé ma tribu en quelque sorte. J'ai trouvé des gens qui me disaient comment ils faisaient et j'avais l'impression que je faisais déjà ça. Ils mettaient des mots sur ce que je faisais un peu déjà. Vous voyez? Mais bien, voilà, mais ils en disaient bien plus en fait. Donc du coup, j'ai dit, ben oui, ça c'est vraiment, ça y est, j'ai trouvé mes outils pour réparer les histoires avec eux, avec les pratiques narratives. Et je vais vous dire comment. Voilà, ce qu'il faut savoir avant de réparer les histoires. Donc, il y a deux choses que j'ai envie, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, donc je vais vous parler de deux choses. Et je pense que ça pourrait être suffisant pour réparer les histoires. Donc, la première chose, c'est la posture. Je vais vous raconter quelque chose autour de la posture narrative. Hein, c'est quelque chose, hein, je ne sais pas ce que ça vous évoque, la posture, mais la posture, en tout cas, c'est quelque chose… je vais vous raconter une histoire que m'a racontée David Denborough, qui est là, enfin, qui est un praticien narratif australien qui a travaillé avec Michael White. Pour me dire la bonne posture pour réparer les histoires et pour accompagner les gens, il m'a dit, voilà, imagine les gens qu'on accompagne et qui vivent des problèmes, des difficultés, c'est comme s'ils étaient au milieu d'une rivière pleine de dangers. Vous voyez, très agitée, pleine de dangers. Et ce qu'il dit, il dit que ce n'est pas à l'endroit où ils sont qu'il est opportun de leur parler de leurs difficultés. Pourquoi? Parce qu'à l'endroit où ils sont, au milieu de cette rivière pleine de dangers, toute leur énergie est concentrée vers la survie. Eux, ce qu'ils veulent, c'est juste pas se noyer. Et nous, voilà. Donc, il dit, non, ce qui est plus opportun, alors bien sûr, il faut quand même travailler ces problèmes, mais ce qui est plus opportun, c'est de les ramener sur le rivage avec nos questions. Hein, donc, ramener la personne sur le rivage dans un endroit sécurisé où elle risque plus rien, où alors, le rivage, souvent, par exemple, l'arbre de vie, il a été conçu pour amener les gens sur le rivage. C'est-à-dire que le rivage, c'est un endroit où il n'y a plus de danger parce qu'ils ne partent pas à poil, quoi. Ils ont des compétences, ils ont des forces, ils ne sont pas tout seuls au monde. On va aller honorer leur côté multiple avant d'attaquer le problème. Quelque part, il nous dit,
il ne faut jamais attaquer le problème à l'endroit du problème. À l'endroit du problème, tout est problème. Donc, il dit plutôt les ramener un peu sur le rivage avec nos questions, c'est-à-dire leur montrer que, eh ben, on écoute l'histoire qui pose problème, mais on ne le réduit pas à ce qui pose problème. On va s'intéresser à toutes ces histoires. Et ensuite, hop, on va honorer ses forces, comment il a déjà relevé des défis, etc., sur qui il peut compter, bref. Et ensuite, on va regarder le problème. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais moi, ça m'a complètement parlé. Je me dis que à chaque fois que je rencontre une personne, je l'écoute, bien évidemment, mais j'ai cette sensation qu'avant d'attaquer le problème, il faut que je la ramène un peu sur le rivage. Donc, je vais vous expliquer après comment, concrètement, on peut ramener les gens sur le rivage. Alors, il ne faut pas les ramener de force sur le rivage, hein, parce qu'il y en a, ils ont besoin de parler de leurs problèmes et ils veulent le régler tout de suite et ils ne comprennent pas qu'on veut les amener ailleurs. Donc, en tout cas, si la personne elle veut parler de son problème, bien sûr qu'on l'écoute, mais avec cette sensation de les rejoindre au milieu de la rivière. Et puis, quand je pose des questions, c'est des questions plutôt qui ramènent vers le rivage. Vous allez voir, je vais vous en parler un peu tout à l'heure quand on détaillera un peu les choses. Mais en tout cas, voilà la posture que nous... Voilà. Je pense que réparer une histoire à partir du rivage, c'est plus facile. Parce que la personne, vous voyez, souvent un objectif, c'est le mont Kilimandjaro pour eux. C'est comme si on leur disait tout de suite, bah, vas-y, monte. Non, il faut d'abord remplir le sac à dos, il faut avoir les chaussures adéquates, etc. Vous voyez, il faut qu'ils soient équipés, qu'ils se sentent équipés pour y aller. C'est ça, ramener sur le rivage. Ensuite, il y a quelques postulats de base. Vous voyez, réparer une histoire, il faut des outils. Et donc, les quelques outils principaux que je vais partager avec vous, c'est ma feuille de route. Voilà, je vais la partager avec vous et je pense que si vous comprenez de quoi je m'équipe, eh ben, je pense que vous êtes prêts aussi à réparer les histoires. Hein. Donc, ce sont des principes de base, en fait, vous voyez, qui viennent colorer aussi la posture. Donc, les principes de base en pratique narrative, ce qui aide à réparer une histoire, c'est de se dire que la personne, elle est multi-histoire déjà. OK, elle nous raconte une histoire, mais elle n'est pas que ça. Donc, vous voyez, en l'écoutant, je me dis, c'est une de ces histoires qu'elle me raconte, mais moi, je sais qu'il y en a d'autres. Donc, ça veut dire que je l'écoute, bien sûr, mais je ne la réduis pas à ça. Donc, quand je vais questionner, je vais la questionner sur ce qu'elle me raconte, mais aussi sur autre chose, quoi. Je n'oublie pas que ce qui m'aide à réparer l'histoire, c'est d'aller chercher autre chose, quoi. Elle a ça, mais elle a d'autres choses. Voilà, je vais vous dire comment aussi après. Ensuite, donc ça, c'est un des postulats de base des pratiques narratives, c'est que la personne est multi-histoire. Et ça, des fois, on l'oublie, en fait. Ces principes de base, c'est ce qui aide l'accompagnant à ne pas se laisser écraser par l'histoire du problème. Vous voyez, des fois, les gens nous racontent des choses un peu lourdes et on peut se sentir démunis, eux-mêmes sont démunis, on peut se sentir un peu démunis à les accompagner. Moi, ce qui m'aide à ne pas me sentir écrasé par son histoire, c'est si je reste connecté au fait qu'il y a autre chose. Il y a d'autres histoires que je peux aller honorer. Vous voyez, quelqu'un qui n'a pas de boulot, je peux le voir comme quelqu'un qui n'a pas de boulot. Mais c'est aussi, voilà, je sais qu'il est peut-être père de famille, il est peut-être le frère de quelqu'un, il a des valeurs, il a des compétences, vous voyez. Donc, je sais ça, même s'il me raconte les galères qu'il a à trouver un boulot, etc. Voilà, donc voilà, j'ai de la ressource pour aller questionner. Ensuite, c'est la personne qui a le savoir. Alors ça, dans tous les accompagnements, enfin dans toutes les pratiques d'accompagnement, c'est la vérité, bien sûr, c'est elle qui a le savoir, etc. Mais en pratique narrative, ça va un cran plus loin, c'est-à-dire que c'est elle qui a le savoir, mais on va lui rendre la richesse de son savoir. Et rendre la richesse du savoir aux gens, c'est ne rien interpréter, ne rien présupposer. C'est vraiment elle qui est au centre où il y a le savoir. Donc, par exemple, si elle me dit « je suis déterminée, je suis je ne sais pas quoi », moi, je sais, je vais quand même lui demander « c'est quoi être déterminée ?» Elle va me raconter chaque mot une histoire dans la vie des gens. Elle va me raconter son histoire avec la détermination. Et puis, c'est en me racontant son histoire, ben voilà, pour moi, être déterminée, c'est ça, OK. Et est-ce que vous avez une histoire à me raconter qui illustre ça? Vous voyez, là, je vais la ramener dans la vie progressivement et sur le rivage. Voilà, c'est ça, lui rendre le savoir, c'est lui rendre la richesse de son savoir et ne rien interpréter. La personne n'est jamais le problème. Alors ça, c'est un des grands principes des pratiques narratives. Et la personne, c'est la personne. Le problème, c'est le problème. La personne n'est jamais le problème. Alors, c'est joli comme ça dit, mais vous allez voir que c'est vraiment ce qui a révolutionné un petit peu ma pratique, c'est de ne plus considérer les gens comme des problèmes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Il y a un problème, mais ce n'est pas la personne.
Donc, ça veut dire qu'elle a une histoire de problème, on va l'identifier, ou alors on a une relation avec une histoire de problème. Vous voyez, hein, la personne qui, je sais pas, je dis n'importe quoi, qui dit qu'elle est dépressive, elle a une histoire avec la dépression, mais elle n'est pas la dépression. Elle a une histoire, effectivement, avec la dépression, mais elle a aussi plein d'autres histoires. Elle est mère de famille, elle a un travail, elle a des valeurs, elle a des qualités. Enfin bref, c'est ça l'idée d'être multi-histoire. La personne n'est pas le problème, elle a une relation. Alors donc, du coup, c'est tout ce qui a généré réparer les histoires pour moi. Je me suis dit, si la personne n'est pas le problème, donc elle n'est pas malade. Donc, on ne soigne pas les gens, on soigne leurs histoires. Donc, c'est vraiment de là qu'est venu réparer les histoires, en fait. Comment dorénavant, je vais regarder les gens plus en me disant c'est quoi son problème, mais c'est quoi l'histoire qui lui pose problème. Voilà. Donc, et puis, à partir de là, on va nommer cette histoire qui ne s'appelle pas Dina, par exemple, qui va s'appeler, je sais pas, défiance. Enfin, moi, j'ai plein de clients qui ont nommé leurs histoires, qui ont donné des noms à leurs histoires, mais c'est le moment où on va mettre le problème à l'extérieur en lui donnant un nom. Et après, une fois qu'on a identifié le problème, on peut identifier le chemin pour réparer le problème. On ne peut pas réparer si on n'a pas… Enfin, c'est comme une panne. Hein, si on peut la réparer si on sait d'où vient la panne, en fait. Voilà. Donc, vous allez voir après. Mais en tout cas, voilà le concept qui m'a fait travailler sur réparer les histoires. Donc, on va réparer les histoires, mais pas les gens. On va réparer leurs histoires et vous allez voir comment. Donc ensuite, ce qui m'aide aussi à ne pas me laisser écraser par les histoires de problèmes des gens, hein, et être ressource pour eux, c'est ce postulat très important que les personnes ne nous ont pas attendu pour réagir à ce qui leur arrive. Vous voyez, les gens, ok, ils vivent des difficultés, ils ont l'impression d'être, de rien mettre en place, d'être victimes un peu de leur situation, etc. Donc, si moi, j'ai ce postulat de base qu'elle ne m'a pas attendu, ça va générer des questions chez moi. Vous voyez, je vais lui demander, mais qu'est-ce que vous avez su mettre en place face à cette difficulté, aussi minime soit-il? Sur qui vous avez pu compter? Qu'est-ce que cette situation vous a appris? Vous voyez, le monsieur qui n'a pas de boulot, je pourrais lui dire, au lieu de lui dire depuis quand tu n'as pas de boulot, ce qui va lui rappeler qu'il ne bosse pas depuis longtemps, mais je vais plutôt m'intéresser à qu'est-ce que votre situation depuis 3 ans vous a appris, qu'est-ce que vous privilégiez en venant me voir, vous voyez, c'est des questions qui vont honorer le plein. Vous voyez, je l'ai mis en dessous. On va faire très attention à nos questions. David Epstein, qui est un des initiateurs des pratiques narratives, a dit construire des questions qui rendent les gens dignes. Et des questions qui rendent les gens dignes, c'est des questions qui honorent le plein des gens. Vous voyez, le plein, c'est on va honorer ce qu'elle a plutôt que ce qu'elle n'a pas. Donc, voilà, donc on fait très attention à nos questions, effectivement, pour aller honorer le plein. Et puis le dernier, c'est vraiment pour moi, c'est vraiment à la place de la personne, on ne ferait pas mieux. C'est-à-dire, c'est pas qu'on n'est pas mieux, c'est qu'on n'est pas à sa place et que ça évite. Enfin, je le fais vraiment pour moi, celui-là, parce que j'ai beau avoir de grands principes, vous voyez, il se peut des fois que je me dis dans ma tête, il pourrait se bouger le cul quand même. Alors que ça, c'est pas bien. Vous voyez, quand je suis agacée, des fois, je me dis, je suis plus dans la bonne posture. Je suis en train d'attendre un truc qui me donne pas. Et en fait, s'il le fait pas, c'est pas qu'il veut pas, c'est que je l'ai pas assez ramené sur le rivage encore. Voilà. Il se sent encore démuni pour y aller. Donc voilà. Alors déjà, peut-être, avant d'attaquer, réparer les histoires et les 3 étapes et de rentrer concrètement dans cette étape, peut-être je peux faire un petit arrêt sur image, savoir si vous avez des questions à ce stade. Est-ce que ce que je vous dis vous parle? Est-ce que vous avez des questions? Voilà, je ne sais pas, je demande à mes 3… Alors, pour l'instant, je ne vois pas de questions. Très bien, je suis ravie. Alors, moi, en fait, je n'écris pas, mais je n'ai pas une question. J'ai plutôt une remarque à faire parce que ça me parle énormément et je trouve, enfin, à nouveau, merci pour ce temps donné à cette place sur la pratique et les pratiques narratives qui réparent les histoires. Parce que moi, je suis en train de commencer à travailler avec des femmes qui ont eu un cancer. Parce que moi-même, j'ai eu un cancer et je suis coach. Et en fait, il y a quelque chose là qui me parle énormément et qui, moi, m'a aidée dans ce parcours de la maladie. C'est en fait d'identifier
que je n'étais pas la maladie. Et donc, là, c'est juste pour intervenir et pour dire à quel point je trouve ça… Enfin, en tout cas, voilà, pour dire que pour moi, ça fait vraiment sens, Merci. que la Merci beaucoup. personne n'est pas le problème. Voilà, elle a un problème et quelqu'un qui est malade, eh bien, c'est quelqu'un voilà, qui n'est pas la maladie. Voilà, je voulais Elle a juste une préciser voilà, ça. merci beaucoup, merci Sandra. Parce que effectivement, j'ai accompagné une femme qui est chef de service dans un service diabétologie où elle était un peu embêtée parce qu'elle me dit, bon, les chefs de service, elle soigne des gens, elle connaît très bien son métier, etc. Mais elle me dit, j'accueille des groupes de jeunes à qui je vais annoncer un jour qu'ils ont le diabète et qu'ils vont l'avoir toute leur vie. Et puis, alors, elle les accueille pour 2-3 jours pour qu'ils apprennent à se… Vous savez, je ne connais pas trop ça, mais qu'ils apprennent à doser un petit peu, à s'occuper d'eux, etc. Et elle dit, au moment où je leur dis ça, c'est comme si je leur disais qu'ils allaient mourir demain. Et il y a quand même une chape qui est tombée sur eux. Elle me dit, et après, j'ai affaire à des personnes qui se sentent, ça y est, maintenant, ils sont devenus le diabète, en fait. Et cette histoire va prendre toute la place. Donc, elle me dit, elle avait pressenti que dans les pratiques narratives, elle pourrait y trouver de la ressource, comme vous venez de me dire. Et là, alors aujourd'hui, ce qu'elle fait quand elle accueille les jeunes, on l'a fait ensemble au début, maintenant elle le fait toute seule, elle fait un atelier arbre de vie pour qu'ils se présentent sur leur côté multi-histoire. Alors, ils savent qu'ils ont le diabète quand même, mais maintenant, on va se présenter et vous allez nous dire c'est quoi, d'où vous venez, qu'est-ce qui fait votre force, quels sont les projets que vous avez pour votre vie, quelles sont les personnes importantes de votre vie. Alors, ils ont une racine diabète, mais ils ont plein d'autres racines. Ils ont des racines, voilà, ils viennent de certains pays, ils ont des forces, etc. Et elle dit que ça a changé complètement la couleur de ces ateliers, enfin, de la manière dont elle traite ces jeunes gens, en fait. Voilà, je voulais juste partager ça avec vous. Oui, même avec la maladie, même avec la pathologie, nous, on n'a pas des pathologies en tant que coach, mais même avec ça, oui, la personne n'est pas le problème. Elle a une histoire avec une relation avec une histoire de problème, comme elle est en relation avec toutes ces autres histoires. Mais pour ça, il faut aller les chercher, les autres histoires, parce que les gens qui viennent nous voir, ils vont nous parler que de celle-là. Comme si, et nous, on va rentrer là-dedans avec eux. On va aller au milieu de la rivière et puis on va nager avec eux au milieu de la rivière. Ok, merci beaucoup, Sandra. Est-ce qu'il y a autre chose? Il y a 2 ou 3 questions, Dina. Est-ce que vous annoncez à vos clients que vous pratiquez un accompagnement sous la forme de pratiques narratives? Ça, c'est une question. J'avance pas masquée quand même. Non, mais oui, je dis que non, mais c'est une très très bonne question parce que j'ai l'impression que je ne sais pas comment prendre la question en fait. Je me dis, est-ce qu'il faut que je me cache? Est-ce que… Non, bien sûr, je dis que je suis coach déjà parce que je suis coach. Je ne me suis pas vraiment présentée professionnellement. Je ne dis pas que je suis ma sorcière bien-aimée. Je dis que je suis coach. Je dis que j'ai été formée à plein de choses. En fait, je parle des pratiques narratives, mais j'ai été formée à l'hypnose, j'ai été formée à l'approche systémique, à des tonnes de trucs en fait. Mais ce qui a changé ma vie, c'est les pratiques narratives en fait et ce concept d'externalisation du problème. On n'est plus des problèmes sur pattes. On est plein de choses. Voilà. Et alors, une autre question de Et après, on va avancer. Ouais. Lucia. Est-ce que vous expliquez aux personnes la métaphore du rivage? Alors, pas forcément, par contre. Oui, alors je dis que je suis praticienne narrative, je dis comment je travaille et ma manière de leur… Alors, pour la position de rivage, je ne vais pas leur dire forcément. Je le dis à vous parce que vous êtes accompagnant et je sais que vous comprenez ce que je veux dire en disant on amène les gens sur le rivage. Mais eux, quand même, je leur dis, par exemple, dès la première séance, je leur dis voilà comment je travaille. Moi, j'ai besoin de savoir sur quoi on va s'appuyer pour relever le défi que vous avez à relever. Est-ce que c'est… Donc, j'entends pourquoi il vient, il me l'a dit, hein, le problème, la difficulté, mais je dis, est-ce que c'est OK pour vous? Moi, j'ai besoin de faire votre connaissance avec vous en dehors de ce que vous m'amenez. Est-ce que c'est OK? Pour voir sur quoi on va se reposer. Donc, c'est une manière de le ramener sur le rivage, en fait. Je lui dis, je veux faire connaissance avec vous en dehors de votre problème, en fait, en quelque sorte. Hein, et là, et s'il est OK, ben, il va me dire ce qu'il aime dans la vie, ce qu'il a déjà fait d'important, quels sont les défis qu'il a déjà relevés. Vous voyez? Donc, c'est une manière de l'amener sur le rivage. Voilà, je trouve des petites choses pour amener les gens sur le rivage, comme ça. Et là, je suis transparente. Voilà. OK, mais on va continuer maintenant. On va rentrer concrètement dans réparer les histoires parce que si je commence à parler, on va parler de plein de trucs et on ne saura toujours pas comment on répare les histoires. Donc voilà, j'y vais.
Je repartage. Hop, hop. Donc, voilà. Donc, réparer. Alors maintenant, voilà, je vais m'arrêter. Je vais vous faire un petit topo et puis je vais vous montrer une manière de réparer une histoire et on va s'y arrêter là avant de passer à l'autre. Comme ça, s'il y a des questions, ben voilà, j'y répondrai. Donc, réparer les histoires, pour moi, je ne dis pas que c'est quand même un truc que, là, je vais vous parler de choses que j'ai expérimentées, en fait. Il y a les pratiques narratives, il y a tout, mais là, c'est plutôt de l'expérientiel que je partage avec vous. Ça fait plusieurs années, j'ai été formée en 2009 aux pratiques narratives. Donc, depuis 2009, j'ai vraiment expérimenté tout ça en individuel, en collectif. Et là, je partage ce que je fais et qui, a priori, marche. Voilà, j'ai modélisé des choses que je fais et qui marchent. Et ce que je fais et qui marche pour réparer les histoires se fait en 3 étapes. La première, je viens de vous en parler, c'est-à-dire trouver le moyen de ramener les gens sur le rivage quasi à chaque séance. C'est-à-dire que c'est un point de départ, voilà, où la personne, elle va honorer une de ses autres histoires. Moi, j'adore démarrer mes séances, alors je crée des rituels. Je dis, est-ce que c'est OK pour vous qu'on démarre chaque séance par un moment scintillant que vous avez vécu entre les 2 séances, par exemple? Vous voyez? Donc, il m'en parle et hop, après, on regarde le problème. Vous voyez? Donc, ça change la teneur d'un accompagnement, vous voyez? Voilà. Donc, ramener la personne sur le rivage ou alors on fait connaissance avec elle en dehors du problème et puis après, on aborde le problème. Voilà. La deuxième étape, on répare l'histoire. Et la troisième étape, il y a un ancrage pour qu'une fois que l'histoire est réparée, ben, on va ancrer cette nouvelle relation avec l'histoire. Célébrer, c'est un bien grand mot, mais peut-être on en parlera aussi. Mais bon, en pratique narrative, on documente beaucoup. On fait des certificats, des petits diplômes quand on a réussi à relever un défi. Mais bon, on n'aura peut-être pas le temps d'en parler. Donc, voilà. Donc, position de rivage, je vous en ai parlé. C'est partir d'un endroit sécurisant, un endroit où la personne est équipée pour y aller. Voilà, je vais juste vous raconter quand même une petite histoire que vous compreniez bien. Moi, j'accompagne des classes de jeunes en difficulté. Je vais les voir, j'accompagne beaucoup de publics, dont eux. Et pour les ramener sur le rivage, ben, je leur dis, voilà, un petit moment scintillant. Alors, ils me disent, c'est quoi scintillant, madame? Ils sont en collège. Je lui dis, c'est un moment sympa. Il me dit, mais madame, il n'y a rien de sympa ici, il faut le savoir. Alors, je lui dis, OK, mais les moments scintillants, il faut les guetter. Vous voyez, voilà, si un jour, mais ça peut être ailleurs qu'à l'école. Hein, vous me dites un moment sympa, puis après, quand il raconte, je vois voilà, j'essaye de voir ce qu'il y a d'important pour lui dans cette histoire. Donc, je fais ce petit rituel avant de démarrer, et puis au début, ils n'en ont pas, puis petit à petit, ça vient. Alors, je dis qu'il y a un moment scintillant avant qu'on démarre. Et la dernière fois, un jeune homme m'a dit, il s'appelle Romain, il m'a dit, bah, madame, j'ai un beau moment scintillant, ma mère m'a laissé aller à Paris tout seul. Vous voyez? Donc, OK, donc je lui dis, alors qu'est-ce qu'il y a de scintillant là-dedans? Moi aussi, ma mère, elle me laisse aller à Paris tout seul. Alors, il me dit, alors je fais exprès, il me dit, ben, quand même, madame, moi j'ai 13 ans, c'est la première fois que je vais à Paris tout seul, j'ai pris mon billet tout seul. Vous voyez, on en a discuté 5 bonnes minutes, presque 10 minutes. Là, on était en classe entière, mais il me racontait ça. Et je lui ai demandé, alors, comment ça se fait que ta maman était seule à Paris tout seul? Il me dit, bah, la confiance, comment tu t'es senti, libre, grand, fort, etc. Et après, j'ai dit à la classe, alors, qu'est-ce que ça vous dit de Romain qui va à Paris tout seul? Oh, il a trop de la chance, il a la classe, il est fort. Bref, vous voyez? Et à l'endroit où je l'ai amené, le petit Romain, au moment où on se retourne vers ses difficultés, c'est plus le même garçon, vous voyez, c'est celui qui va à Paris tout seul. Donc, il y a quelque chose qui a, en termes d'énergie, qui a changé, en fait. Vous voyez, c'est plus facile quand je lui dis, alors maintenant, on va bosser comment le remobiliser ou le stage qu'il doit trouver, ben, c'est plus le même mec, quoi. C'est celui qui va à Paris tout seul. Voilà, c'est ça que je voulais essayer de vous montrer. C'est-à-dire qu'à cet endroit-là, ben, il a vachement d'idées. Oui, il a des idées pour y arriver. Il a envie d'y aller. C'est ça, recréer un système de vie et remettre un mouvement de vie, en fait. Voilà, on part pas de nulle part, quoi. Quand même, c'est pas n'importe qui, c'est un mec qui va à Paris tout seul, quand même. Voilà, donc réparer les histoires. Donc ça, c'est ramener sur le rivage. Trouver le moyen de ramener les gens le plus souvent possible sur le rivage, tout en travaillant l'histoire de problème à côté. Ensuite, réparer l'histoire, c'est 2 choses. C'est déjà, identifier l'histoire blessée, c'est-à-dire une personne, elle vient me voir, elle me dit, voilà, j'ai un problème, je vais vous raconter
tout à l'heure un cas précis. Alors donc, elle va m'en parler. Donc, c'est très important de bien discuter quand même de ce qui lui pose problème pour bien comprendre le contexte. Plus on comprend le contexte et plus on peut agir parce qu'on voit comment il agit, le problème, etc. Mais une fois qu'on a nommé le problème, si elle me dit, comme un de mes clients m'a dit à l'Ouest, il a appelé son problème à l'Ouest parce qu'il est très distrait, il perd toutes ses affaires, etc. Donc, il a appelé à l'Ouest, ok, une fois qu'il a nommé le problème, on va en parler comme une troisième personne. Hein, alors, depuis quand à l'Ouest est dans ta vie? Est-ce qu'il y a des moments de ta vie où à l'Ouest n'est pas là, etc. Vous voyez, donc on va parler de à l'Ouest, voilà, comme une troisième personne. Donc déjà, on a décollé l'étiquette, c'est plus lui, c'est vraiment c'est une de ses histoires. Et à l'Ouest, il y a certains endroits de sa vie où à l'Ouest n'est jamais là. Hein, quand il doit garder, il me dit, quand je garde mes petits-neveux, à l'Ouest, il n'est jamais là. Parce qu'il il a à cœur qu'il ne leur arrive rien, etc. Vous voyez. Donc, OK. Ensuite, identifier, le nommer et ensuite choisir le chemin de réparation possible. Et je vais vous en parler d'un ou deux. En fonction de ce qu'il nous raconte, on peut décider d'un chemin. Voilà. Mais je vais vous dire quel chemin on a la possibilité de prendre. Là, je vous dis les 3 étapes. Et la troisième étape, c'est l'ancrage. Mais là, je ne l'ai pas dit. Donc, plusieurs chemins possibles. Donc là, je vais vous donner un exemple et après, je ferai un petit arrêt pour aller voir si vous avez des questions. Alors, voyez, je vais vous donner un exemple concret. Donc, je ramène la personne, bien sûr, sur le rivage. Là, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais par exemple, si je devais accompagner une personne, et je vais vous donner un vrai cas, je vais juste changer le prénom, donner un autre sens à l'histoire, ça, c'est un des chemins possibles pour réparer une histoire. Et je vais vous donner, parce que le nom que je donne au chemin, vous voyez, donner un autre sens à l'histoire, c'est quoi donner un autre sens? C'est honorer les résistances, les actes de résistance et les apprentissages des gens. Vous voyez? Donc là, ça me donne une direction pour les questions que je vais poser. Les résistances, c'est à la Jean Moulin que j'entends résistance, ce n'est pas les freins. C'est comment la personne résiste courageusement à ce qui lui arrive. D'accord? Donc là, si je décide de prendre ce chemin, eh bien, je vais vous donner un exemple. J'ai accompagné une personne qui est venue me voir parce que, et la première chose qu'elle me dit, elle a été arrêtée 6 mois pour un burn-out. Et la première chose qu'elle me dit, elle doit reprendre le boulot. Elle ne sait pas si elle veut rester dans ce job. Et elle me dit, d'entrée, j'ai été victime d'un pervers narcissique. Il m'a détruite, quoi. Voilà. Donc, elle me dit ça. Elle est vraiment au milieu de la rivière. Et elle, impossible de la ramener sur le rivage. Elle n'a qu'une envie, c'est de me dire toutes les horreurs que lui a fait cet homme. Et c'est normal, elle a vraiment envie d'en parler. Donc, du coup, là, je sens que ça ne sert à rien que j'insiste à la ramener sur le rivage. Donc, je vais au milieu de la rivière avec elle et je l'écoute, bien sûr, très respectueusement, ce qu'elle me raconte. Et puis, mais quand je pose une question, c'est une question qui ramène sur le rivage. Et c'est une question qui honore les résistances. Vous voyez, je l'écoute, mais je ne lui dis pas, alors c'est qui cet homme? Qu'est-ce qu'il vous a fait? Vous voyez, non. Même si j'ai très envie de savoir, parce que je suis très curieuse. Mais non, ça, c'est pas réparer une histoire. Ça, là, elle va me raconter des choses qu'elle sait déjà et elle n'a pas besoin de moi pour ça. Non, je l'écoute et je vais lui dire, alors, Karine, j'entends ce que vous avez vécu et qui est très difficile. Moi, ce que j'aimerais bien savoir quand vous me racontez tout ça, c'est qu'est-ce que vous avez su mettre en place pour vous protéger de cet homme? Alors, elle est un peu étonnée parce qu'elle est là, elle n'ira pas toute seule. Vous voyez, c'est pas elle toute seule qui va dire tiens, qu'est-ce que j'ai fait de bien pour me protéger de lui, vous voyez? Donc c'est ça qui va l'aider. Je vais aller chercher ça. Alors au début, elle y va un peu. Elle se demande qu'est-ce qu'elle a bien pu faire. Ça vient pas. Donc je l'aide un peu à trouver. Puis elle me dit bah écoutez, j'ai été voir. J'allais voir toutes les semaines la DRH pour me plaindre. Je lui disais, etc. J'ai même obtenu qu'on soit pas dans la même pièce tous les deux, etc. Et je lui dis et qu'est-ce que cet homme n'a pas réussi à atteindre chez vous? Elle me dit mon intégrité et elle m'en parle, etc. Puis ensuite, qu'est-ce que le fait d'avoir être arrêté 6 mois, je crois, qu'est-ce que le fait d'avoir visité le pays du burn-out, en quoi ça a fait de vous une personne différente, mais différente dans le fait qu'on vous y reprendra plus en fait. Et là, elle me sort, alors tout ça, ça dure un petit moment quand même, toutes ces questions qui l'ont ramenée petit à petit à un endroit où elle n'est pas victime, quoi. Elle a réagi.
il l'a pas détruite complètement, etc. Et là, elle me dit, je suis devenue une experte en pervers narcissique. Vous voyez? Et je lui dis, c'est quoi être une experte en pervers narcissique? Elle me dit, je sens la manipulation. Vous voyez? Donc, et qu'est-ce que ça fait d'être quelqu'un comme ça maintenant? Elle me dit, bah, c'est que je pense qu'on m'y reprendra plus, en fait. Vous voyez? Donc, c'est ça, réparer une histoire. C'est passer de victime à pervers en expert en pervers narcissique. Là, il y a un système de vie. J'ai vu son énergie changer complètement. Et le système de vie était recréé, en fait. Elle était à nouveau en mouvement. Et là, elle avait des idées. Alors, elle s'est dit, en fait, je pense que je vais changer de boulot, etc. Voilà, ça y est, elle était en mouvement. Pour moi, réparer une histoire, c'est pas atteindre l'objectif. Elle venait pour savoir si elle allait changer de boulot. Et après, on a continué à travailler ça. Mais réparer une histoire, c'est la remettre en mouvement, en fait. C'est recréer un système de vie qui fait qu'elle a des idées, qu'elle est prête à y aller, qu'elle se sent assez forte parce que maintenant, ça risque plus de lui arriver. Voilà. Donc, une des pistes que je vous propose là pour réparer les histoires, c'est donner un autre sens à l'histoire en honorant les actes de résistance des gens, plutôt que d'aller chercher, bah oui, qu'est-ce qui vous a fait? Vous voyez, allez là, David Epstein, il dit ne pas retraumatiser les gens avec nos questions. Si je lui avais demandé c'est qui, qu'est-ce qui vous est arrivé exactement, etc., là, je la ramène avec mes questions là où ça fait mal. Alors qu'en fait, c'est intéressant à savoir, hein, mais elle le sait déjà. Donc, c'est plutôt de s'intéresser, de porter notre curiosité ailleurs, là où ça la rend plus digne, en fait. Vous voyez, à la fin de la conversation, c'était plus une victime, quoi. Elle avait fait beaucoup de choses. Voilà. Donc, déjà, je voudrais qu'on arrête là. Ça, c'est un des chemins. Mais après, il n'est pas fini le chemin. La troisième étape, c'est une fois que j'ai fait tout ça avec Karine, on a acté quand même le changement de l'histoire. C'est là où elle a dit non, je suis plus une victime, je suis une experte en pervers narcissique. Donc là, et après, je lui ai demandé, pour acter, hein, la troisième étape, c'est acter, ancrer, c'est d'écrire une lettre à son histoire de problème, en fait. Voilà, mais ça, je vous en parlerai un petit peu après. Pour acter, pour ancrer le changement. Quelle relation vous voulez avoir maintenant avec cette histoire, etc. Donc, moi, je voudrais faire juste un petit arrêt pour voir s'il y a des questions à cet endroit-là avant d'attaquer une autre manière de réparer l'histoire. Là, c'est une piste que je vous donne, c'est un chemin. C'est-à-dire, dès qu'on me raconte une histoire, moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est comment elle a fait pour résister. Sinon, elle ne serait plus là. Vous voyez, c'est le postulat de base de tout à l'heure que les gens réagissent toujours à ce qu'ils vivent, sinon ils succomberaient. Donc, et ça, on n'est pas toujours cette curiosité d'entrée, en fait. Je ne sais pas si ça vous parle. Qui veut bien me poser une question? Je veux une question. Avant de continuer. Il y a une question dans le chat, Dina. Alors, c'est quoi? Les termes soigner et réparer s'apparentent plutôt à de la thérapie, me semble-t-il. Ça, c'est une question de Clotilde. Donc, comment utiliser les pratiques narratives en tant que coach sans franchir la frontière avec la thérapie lorsqu'on n'est pas compétent ou légitime pour? Ah non, mais moi, je n'ai pas du tout l'impression d'être thérapeute puisque je ne soigne pas les gens, moi, je soigne leurs histoires. Je suis une thérapeute d'histoire éventuellement, mais pas d'un genre. Il y a plein de manières de réparer les histoires. Réparer une histoire, on peut le faire sans faire ce que je fais. Il nous amène une histoire, on va voir comment il peut réagir. Enfin, vous voyez, moi, je dis réparer les histoires parce que en pratique narrative, on accompagne les gens avec leurs histoires. Donc, il y a des histoires, voilà, on fait avec les histoires. Mais réparer une histoire, c'est changer son mode de relation avec une de ces histoires. On arrive, on est victime d'un pervers, on repart, on est expert en pervers. Voilà. Et en une séance. Hein. Après, on va ancrer tout ça. Hein. Après, il faut l'aider. Voilà. Donc, non, je n'ai pas du tout l'impression d'être thérapeute, mais je peux comprendre. Hein, mais non, pour moi, je reste vraiment dans le coaching. Oui, Marion? Oui, moi je vois ça, mais vous me dites, vous retrouvez le positif dans ce qu'il peut y avoir de négatif en fait. Dans les histoires, vous essayez de faire ressortir ce qu'il y a positif. Est-ce que les compétences ou les choses qu'ils ont pu développer pour s'en sortir? Alors, pour moi, ce n'est pas du positif. C'est Enfin, positif, oui. enfin, en quelque sorte. Ouais. Mais moi, c'est pas tellement du positif, c'est juste la réalité. C'est qu'est-ce que vous avez fait. On va aller honorer ce qu'elle a fait. C'est savoir clandestin. Elle a réagi, elle ne sait même pas qu'elle a réagi. Donc, je vais aller l'aider à voir qu'elle a réagi, en fait. Mais je ne sais pas si c'est positif, c'est elle qui le sait. D'accord. En tout cas, c'est
oui, je vais mettre en lumière, c'est savoir clandestin, ce qu'elle met en place sans savoir qu'elle met en place. En pratique narrative, ce qui n'est pas raconté n'existe pas. Si je lui fais pas, elle l'a vécu, mais ça n'existe pas. Si je lui fais pas historiser ça, pour elle, c'est comme si ça n'existait pas. Parce qu'elle veut D'accord, on pas n'a faire pas le chemin conscience. seule. Voilà. D'accord. Merci. Alors, une dernière, puis après, je prends l'autre. Oui, Katia. Oui. Oui, merci beaucoup. Moi, j'ai une question parce que ça me fait penser à un coaching que je démarre avec 3 personnes qui travaillent ensemble, Oui. 2 personnes et leur responsable hiérarchique. Et en fait, 2 de ces 3 personnes travaillent ensemble depuis 4-5 ans et la troisième les a rejoints depuis quelques mois. Le démarrage se passe très mal. Et cette troisième personne dit, voilà, moi, pendant 6 mois, je suis venue pleine de bonnes intentions, curieuse. J'ai essayé, j'ai fait mon max, j'ai essayé d'être proactive, mais maintenant, j'ai compris, elles ont refusé de me faire une place. Et dans son récit, il y a le refus, en fait, qui est très difficile à travailler, à assouplir. Comment vous vous y prendriez? Voilà, quand il y a cette histoire d'un refus, on ne peut plus rien y faire, c'est trop tard. Alors, je ne sais pas si c'est le lieu là de faire un peu de supervision là-dessus, mais je vais quand même essayer d'y répondre. Mais c'est parce que là, c'est un problème entre 3 personnes. Mais vous accompagnez qu'une personne, on est bien d'accord, ou vous accompagnez les 3? J'accompagne les 3. Oui, alors si pas vous le lieu. accompagnez les 3, alors je vais juste vous dire comment je répare une histoire d'une équipe, parce que c'est une petite équipe, hein, c'est 3 Oui. personnes. Oui, C'est un petit service en tout cas. Eh bien, c'est déjà qu'elles acceptent de travailler sur ce sujet qui pose problème pour l'une, mais qui n'a pas l'air de poser de problème pour l'autre, pour les autres peut-être. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est l'idée de les mettre les 3 ensemble. Voilà l'idée, moi, avec le peu que je sais, c'est de créer une séance où on va les faire s'exprimer chacune, donner un nom à ce qui pose problème pour elles dans leur relation, enfin dans ce qui se passe entre elles. En fait, il y en a une, elle dira peut-être défiance, l'autre, je sais pas quoi. Enfin, vous voyez, on va donner des noms et on va se mettre d'accord ensemble sur ce qui pose problème. Le problème, c'est pas elle, enfin, cette personne qui dit qu'elle n'est pas admise. Le problème, c'est en pratique narrative, la personne n'est pas le problème, mais l'autre non plus, parce que souvent on dit c'est moi N plus 1 le problème, c'est les 2 autres le problème, etc. Le problème, il est entre elles, en fait. Il est entre les personnes. Donc, il faut le nommer. Et une fois qu'on l'a nommé, on peut faire solidarité toutes les 3 pour chasser ce problème. Si le problème reste la personne, il faut que la personne gicle ou je ne sais pas quoi, mais là, non. Vous voyez, donc il faut qu'elles arrivent ensemble, si elles avaient envie de le faire, à nommer ce qui est entre elles et qui pose problème, voilà, et puis à en discuter, etc. Mais voilà, dès qu'on sort de la personne et le problème, quand on donne un nom qui n'est pas le nom d'une des personnes, en fait, oui. qui pourrait s'appeler défiance, violence relationnelle, exclusion, je ne sais pas, moi. Ouais. Ok, merci beaucoup. Et c'est difficile parce que je ne sais pas si ça vous convient, mais en tout cas, voilà, moi j'accompagne beaucoup les équipes et j'arrive à régler le problème d'une équipe en les faisant s'exprimer sur ce qui leur pose problème et à créer un consensus pour que chacun, pour se mettre d'accord sur un nom, quoi, qui représenterait un peu ce que tout le monde ressent. La dernière fois que je l'ai fait avec une équipe, ils étaient 15, ils ont appelé leur problème violence relationnelle. Voilà. Et ils étaient tous d'accord pour dire que le problème, c'était violence relationnelle. Et quand ils étaient d'accord, et ben après, le problème, ils ne se sentent plus le problème. Donc maintenant, est-ce que c'est OK pour vous tous de chasser? Qu'est-ce que vous avez envie de faire de violence relationnelle, en fait? Voilà. Quand la personne n'est plus le problème, on peut renouer le dialogue, en fait. Si elle se sent le problème ou les autres le problème, voilà, c'est un peu compliqué. Oui. Merci. Dina, Alors, il y a oui, une question. Enfin, il y en a 2. oui, mais on va… ouais, vas-y. Alors, déjà, tout à l'heure, par rapport à la technique du rivage, est-ce que c'est-à-dire c'est de la conversation externalisante que vous utilisez pour amener la personne sur le Non, rivage? pas forcément. C'est juste faire connaissance avec elle. Vous voyez, par exemple, si quelqu'un vient me voir pour relever un défi, je vais lui demander, avant d'y aller, quoi, avant d'explorer comment on va faire pour relever ce défi. Moi, j'aimerais bien savoir, par exemple, est-ce qu'il y a d'autres défis dans votre vie que vous avez déjà réussi à relever? Il va m'en parler, puis on va voir ce qu'il a mis en place. C'est juste pour lui montrer que des défis, il en a déjà relevé plusieurs, en fait. Ça n'a rien à voir avec externaliser, c'est juste lui montrer qu'il est équipé pour y aller. C'est peut-être pas le premier défi qu'il a relevé.
Ça peut être une piste. C'est juste lui montrer qu'il ne part pas à poil, quoi, si je puis dire. Il est équipé, quoi. Il a déjà… La vie nous a déjà appris des choses. Vous voyez, moi, j'accompagne des gens dans des ateliers de gestion du stress. OK? Eh bien, quand j'arrive face à un groupe qui m'attendent le stylo à la main pour que je leur dise comment gérer le stress, alors j'y connais rien, je leur dis déjà, vous me stressez. Et puis, je leur dis, on fait un premier tour de table en disant, je leur dis, présentez-vous avec une situation de stress que vous avez réussi déjà à bien gérer. Je voudrais voir comment vous y prenez déjà. Et après, ben, on verra comment on fait. Vous voyez, c'est déjà honorer leur savoir. C'est ça, rendre le savoir aux gens. Vous croyez qu'ils m'ont attendu, ils ont tous 50 ans pour gérer leur stress? Non. C'est ça l'idée de rendre le savoir et d'aller tout de suite redignifier les gens et les amener sur un rivage où ils ne partent pas à poil. OK, maintenant, on peut discuter de comment vous allez m'apprendre autant que je vais vous apprendre à gérer le stress, en fait. Voilà. Je vais continuer un petit peu. Voilà, pour qu'on ait le temps de voir au moins deux chemins pour réparer une histoire. Et il y en a 12 dans le livre, mais malheureusement, je ne peux pas les faire tous. Donc, le deuxième chemin, alors une fois qu'on a ramené un peu sur le rivage, une fois ben voilà, qu'on a identifié le problème, on l'a nommé, eh bien, une autre piste, celle-là, c'est une piste de David Epstein, c'est d'aller à la rencontre de la contre-histoire. Donc là, on ne va pas honorer les actes de résistance, on va aller prendre un autre chemin. Le chemin, il est important parce qu'il va guider nos questions, en fait. Vous voyez, quand je dis donner un autre sens à l'histoire, je sais qu'il faut que j'honore autre chose. On va la regarder à un autre endroit, l'histoire. Là, c'est aller à la rencontre de la contre-histoire. La contre-histoire, c'est l'histoire qui vient contrer ce qu'il me raconte. C'est-à-dire comment je vais faire mentir ce qu'il me raconte, en fait. Vous voyez, quelqu'un qui me dit, par exemple, je ne sais pas prendre de décision, c'est ça mon problème. Ben, je vais lui demander, est-ce que le fait de venir me voir, c'était une décision? Vous voyez, je vais aller voir toutes les fois où il a déjà pris des décisions, en fait. C'est ça la contre-histoire. Je vais lui montrer que je vais lui faire mentir son histoire de problème, en fait. Et je vais vous donner un exemple concret. Et ça, c'est une manière très, très forte de réparer les histoires, d'aller à la rencontre de la contre-histoire. Déjà, il faut savoir que il y a toujours une contre-histoire. Vous voyez, quelqu'un qui dit « je ne sais pas prendre de décision », c'est pas possible. Je peux rien que lui demander « vous voulez un café ?» Oui, ça y est, vous êtes guéri, vous voyez. Il prend des décisions tous les jours, en fait. Vous voyez. Donc, mais voilà, donc c'est lui montrer que, comment dire, que ben voilà, essayer de faire vaciller un peu sa croyance qu'il est comme ça. Donc, pour illustrer ça, je vais vous raconter une histoire, une vraie histoire d'accompagnement. J'ai une jeune femme que j'ai accompagnée. Alors, pareil, c'est une femme, elle n'a absolument pas de problème à la base. Elle travaille dans le stylisme. Elle veut créer sa propre marque de stylisme. Elle a bossé chez des beaux couturiers et elle vient me voir pour créer sa propre marque. Elle me montre ce qu'elle fait. C'est magnifique. Il y a des prototypes. Franchement, j'ai envie de tout porter. Donc, c'est vraiment, c'est très joli ce qu'elle fait. J'ai aucun doute, en tout cas, qu'il y aurait des acheteurs. Et puis, voilà, elle est très engagée, mais voilà. Et à la troisième séance, entre les deux séances, il y avait des gens qui devaient l'aider voilà, elle devait rencontrer 2-3 personnes importantes pour son projet, qui devaient vraiment lui donner un sacré coup de main. Et quand je viens, je dis alors, vous en êtes où? Elle me dit, ah non, je ne les ai pas appelés en fait. Là, en ce moment, j'ai perdu complètement confiance par rapport à mon projet, etc. Donc, puis elle me raconte plein de trucs. Là, elle est un peu déprimée. Elle me dit, et puis quand je perds confiance, parce qu'elle n'a plus de boulot là en ce moment, etc. Donc, elle me dit, quand je perds confiance, là, je fais n'importe quoi, j'arrête pas de manger, je grossis, j'ai plus envie de sortir, j'ai plus envie de voir personne. Enfin bref, ça va dans tous les sens alors qu'on travaille son projet. Mais je la sens vraiment en perte de confiance. Donc, je lui dis, OK, j'entends, mais là, j'entends, là, dans ma tête, je me dis, à sa place, je ne ferais pas mieux, vous voyez. Donc, qu'est-ce que vous avez besoin pour cette séance? Comment je pourrais vous aider là, à l'endroit où vous êtes? Là, elle est retournée au milieu de la rivière. Donc, elle me dit, j'ai besoin de regagner en confiance. Parce que là, j'ai plus du tout confiance.
Et puis oui, ce qu'elle m'a dit avant, elle m'a dit avant de me dire j'ai besoin de regagner en confiance, elle me dit de toute manière, j'ai jamais eu le contrôle de ma vie. J'ai plus le contrôle, j'ai jamais eu le contrôle de ma vie. Voilà, elle m'avait dit, voilà, elle contrôle plus rien dans sa vie. OK, puis elle me dit, je dis, comment je peux vous aider? Ben, reprendre confiance. OK. Donc, je lui propose l'arbre de vie. Mais bon, peu importe que ce soit l'arbre ou pas, mais comme j'avais qu'une séance pour travailler ça avec elle, je me suis dit, je vais aller vite avec l'arbre de vie. Mais travailler la contre-histoire avec elle, ça a été en une question. Elle me racontait, alors pendant un petit moment, avant qu'elle me dise, j'ai besoin de travailler la confiance, elle m'a dit, j'ai plus le contrôle là. Et d'ailleurs, j'ai jamais eu le contrôle. Voilà, j'ai jamais eu le contrôle. Il y a toujours un moment où je perds le contrôle et je contrôle plus rien. Donc, je me suis dit, je vais essayer pour qu'elle regagne en confiance, peut-être de réparer cette histoire de je contrôle rien à ma vie. Et dans les racines de l'arbre, mais peu importe, hein, j'aurais pu lui poser sans faire l'arbre. Je lui dis, voilà, bah, écoutez, voilà, on va regagner en confiance, ok, donc on va passer par l'arbre. Et dans les racines, je lui dis, quand vous vous retournez sur votre vie, Maria, aussi loin que vous vous souveniez, quelles sont les décisions que vous avez su prendre, ou vous avez prises ou su prendre, qui allaient dans le sens de prendre soin de vous, qui allaient dans le sens de, voilà, de prendre soin de vous. Voilà. Parce qu'elle me dit qu'elle ne contrôlait rien, mais je n'allais pas lui dire qu'est-ce que vous avez déjà contrôlé dans votre vie. Vous voyez, c'est ça la contre-histoire. C'est de lui montrer qu'elle contrôle sa vie, en fait. Mais là, je me suis dit, si je lui dis ça, elle va dire que je ne l'ai pas entendu parce qu'elle m'a dit qu'elle ne contrôlait plus rien. Donc, je lui ai dit, quels sont tous les moments où vous avez pris des décisions pour vous, quoi, pour prendre soin de vous et de vos projets. Voilà. Et elle m'a marqué 3 choses. Et ces 3 choses ont contribué à réparer son histoire, en fait. Elle a totalement changé d'énergie. Elle m'a dit, elle a noté 3 choses. Et une des choses, c'était à 17 ans, j'ai quitté des parents toxiques. J'ai pris la décision à 17 ans de quitter mes parents pour aller vivre chez ma tante, en fait. Et elle me raconte cette histoire où elle avait l'impression que ce qu'elle vivait ne la mettait pas assez en confiance, il la dévalorisait, etc. Donc, elle a pris cette décision d'aller chez une tante qu'elle aimait bien. OK. À chaque fois qu'elle me racontait un truc, à quelle valeur vous avez rendu hommage et qu'est-ce que ça a développé chez vous comme compétence de faire ça? Le deuxième, c'était je voulais être styliste. Et alors qu'on me disait que ce n'était pas possible, etc. J'ai été styliste. Voilà, il y a 2 couturiers avec lesquels je voulais bosser. J'ai bossé avec ces 2 couturiers. Vous voyez, donc, qu'est-ce que ça dit de vous à la fin de tout ça? Je lui dis, qu'est-ce que ça dit de vous, toutes ces histoires? Elle me dit bah, que j'ai foi en la vie, en fait. OK. Alors, pour la fin de l'arbre, voilà, on avait bien rempli le tronc avec les compétences, les valeurs, etc. Puis, je lui ai dit, vous en êtes où, Maria, de votre… vous voulez qu'on continue sur la confiance? Vous voulez qu'on continue sur autre chose? Elle me dit, bah non, maintenant que j'ai fait émerger ma foi en la vie, là, pour la fin, je voudrais vraiment comment ne plus m'éloigner de ma foi en la vie, en fait. Je voudrais comment rester connecté à cette foi en la vie que j'ai visiblement. Et ben, on a terminé comme ça. Je lui ai dit, bah, écoutez, les branches, j'ai dit, alors, qu'est-ce que le fait de rester connecté à votre foi en la vie rendra possible demain? Et qui pourrait, les feuilles, hein, les personnes, qui autour de vous pourrait prendre soin avec vous de cette foi en la vie, vous la rappelez de temps en temps? Qui sait ça de vous? Vous êtes quelqu'un comme ça, voyez? Voilà. Donc, c'est pour vous dire comment j'ai astucieusement répondu à sa demande de regagner en confiance, puisqu'elle a regagné en confiance, et comment j'ai réparé au passage l'histoire je ne contrôle rien en la renégociant par foi en la vie. Parce qu'en fait, quand elle a dit foi en la vie, je demande toujours est-ce que ça vous convient? Ce n'est pas moi qui décide que l'histoire est réparée. Elle me dit ben oui, ça me convient et ça me plaît d'avoir foi en la vie. OK, OK. Et alors, qu'est-ce que ça va changer pour vous, etc. Voilà. Donc voilà, je voulais raconter comment, d'une certaine manière, j'ai travaillé la contre-histoire. Elle dit qu'elle contrôle rien, qu'elle ne prend pas soin d'elle, etc. Je lui pose une seule question qui est quelles sont toutes les décisions que vous avez su prendre? En fait, c'est l'idée que la vie nous a déjà appris des choses. Je vais aller chercher dans son passé tout ce qui va venir contredire cette histoire qu'elle ne prend pas soin d'elle, qu'elle contrôle rien, etc. Je ne sais pas si ça vous parle. Je ne sais pas si vous avez des questions, mais voilà une autre manière de réparer une histoire, un autre chemin qui est d'aller à la rencontre de la contre-histoire. Alors, je consacre dans mon livre un chapitre entier à tout ça, hein, donc à tous les chemins. Là, j'y vais vite pour vous. Hein, j'espère que ce n'est pas trop light. J'ai une question pour Dina, oui. Si c'est possible. Oui. C'est Béatrice qui parle. Oui, Béatrice. Bonjour. Béatrice. Vous dites… Arrêtez un tout petit peu ça pour voir. Voilà. OK, je vous écoute, hein, Béatrice. OK.
au cours de cet entretien, vous dites à la personne à quelle valeur en vous avez-vous rendu hommage? À chaque choix que vous avez fait, quand elle m'a dit j'ai quitté mes parents à 17 ans pour aller chez une D'accord. tante, je lui ai dit quand vous avez fait ça, ça rendait hommage à quelle valeur? Elle m'a dit la valeur de protection, la valeur, je ne sais plus ce qu'elle m'a dit, mais voilà. Donc c'est pour, voilà, elle a toujours, elle a des valeurs, elle a des forces. Et qu'est-ce que ça a développé en vous comme compétence? L'autonomie, enfin je ne sais plus ce qu'elle m'a dit. Voilà. Et la question c'était? C'était ça, c'était juste pour que vous développiez ça, c'est tout. Ah d'accord, oui, je voulais quand même je voulais lui montrer que chaque décision qu'elle avait prise était en lien avec des valeurs et ça a fait développer en elle des compétences. Et qu'est-ce que ça dit d'elle en fait? Je voulais qu'elle dise elle-même qu'elle avait pris voilà, qu'elle prenait conscience que des décisions, elle en prend, elle sait avoir le contrôle de sa vie. La preuve, elle a changé de parents à 17 ans. Elle a été vivre ailleurs, elle voulait faire ça, elle l'a fait. Enfin, voilà, vous voyez, c'est ça la contre-histoire. Ok, merci. Merci Béatrice. Dina, j'ai des questions. Oui, Alors, l'histoire est dite saturée du problème. Combien de séances faites-vous en moyenne pour dissoudre le problème et réparer l'histoire? alors, oui, c'est tout. Ok, donc c'est une séance. Non, non, mais c'est tout. Je croyais que vous alliez dire encore autre chose. C'est réparer une histoire, ça va être en une séance. Hein, on va décider voilà, on va prendre un chemin, mais ça ne veut pas dire que l'histoire, on ne va plus en entendre parler. Après, on va continuer on a recréé un système de vie, et après, on va faire en sorte qu'elle s'accroche à cette nouvelle histoire, en fait. Hein, les autres séances, vous savez, d'une séance sur l'autre, on a beau réparer l'histoire, il peut nous revisiter, etc. Donc, comment on va s'accrocher à cette nouvelle histoire? C'est en allant chercher des témoins, en lui créant son club de vie, des gens qui sont, vous voyez là par exemple cette femme, foi en la vie, elle a quelques personnes voilà, qui sont au courant que c'est une personne comme ça. Donc je pourrais lui dire, à des moments où vous avez l'impression que la foi en la vie s'éloigne, qu'est-ce que vous pourriez faire avec ces personnes? Les appeler peut-être, ou voyez, pour qu'elle lui rappelle un peu, rien qu'en les appelant, que ça lui rappelle qu'elles sont témoins de ça quand même. Elle n'est pas toute seule à savoir qu'elle est comme ça. Vous voyez, je vais chercher des choses qui vont lui permettre de s'accrocher à cette nouvelle histoire. Et puis, elle m'a raconté plein d'histoires en lien avec la foi en la vie, tout ce que ça lui avait permis de réaliser, etc. En honorant le côté multi-histoire et en les étoffant un maximum. Voilà. Mais réparer une histoire, c'est souvent une séance. Mais après, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas y revenir, hein, mais voilà. C'est une séance d'1 heure. Il y avait aussi Mes une séances question. durent 1h30. 1h30. Okay. Alors, une autre question, comment faire pour que la personne ne ressent pas qu'elle n'est pas écoutée dans ce qu'elle vit de difficile? Alors moi, je l'écoute, hein, parce que là, je vais un peu vite là, à vous raconter comment je fais. Mais je l'écoute, c'est-à-dire que les gens, ils nous disent ce qu'ils vivent. Hein. Quand j'ai dit au début, on va écouter pour nommer le problème, on est obligé d'écouter pour savoir ce que les gens vivent, pour savoir comment les effets que ça a dans leur vie, etc. Non, non, on écoute. Hein, avant de nommer, on écoute, hein, parce qu'on ne peut pas nommer une histoire si on ne comprend pas ce que c'est vraiment. Donc, il y a toujours une partie, comme j'ai dit tout à l'heure, réparer une histoire, c'est d'abord écouter l'histoire et nommer l'histoire pour bien comprendre le contexte, ce qu'elle vit, etc. Il y a un moment où on écoute quand même. Une dernière question, et je pense que ça rejoint un peu ce que tu dis, Dina, c'est comment distinguer une histoire à réparer de quelque chose que raconte ou se raconte le client dans la séance et qui n'a pas de réel ancrage chez lui? Alors, j'essaye de comprendre la question. Moi, je ne répare qu'une histoire que les gens ont envie de réparer. C'est eux qui viennent avec quelque chose en disant ça ne va pas. Hein, voilà. À part là, elle m'a dit je veux reprendre confiance. OK? Mais moi, mon chemin pour qu'elle reprenne confiance, moi, je n'ai pas oublié qu'elle voulait une séance où elle a confiance. Mais j'avais l'impression que j'allais quand même, au passage, lui montrer que peut-être elle contrôle sa vie de temps en temps aussi. Voilà. Mais ça, c'est mon influence. Hein. Je me dis, tiens, ça peut être une manière de réparer son histoire. Mais en général, les gens, je ne vais pas réparer une histoire qu'ils n'ont pas demandé de réparer. Ils viennent en disant, voilà, j'ai des problèmes. Par exemple, quelqu'un va me dire, je veux monter ma boîte, j'y arrive pas quand même. Et ils veulent monter leur boîte quand même. Donc,
On va laisser voir qu'est-ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à monter leur boîte. On va les écouter, ils vont donner un nom, etc. Voilà. Mais je répare pas, parce que là, je vais un peu vite, mais je répare pas sans qu'il y ait une demande quand même. Une dernière question, c'est comment tu choisis un chemin plutôt qu'un autre? En fonction de la situation. Vous voyez, moi, j'ai accompagné un jeune homme qui a, parce qu'un des chemins, je ne l'ai pas mis là, mais qui est aussi de se reconnecter à des personnes importantes de nos vies qui vont venir contredire l'histoire. Par exemple, j'ai un jeune homme que j'ai accompagné, il a 21 ans et voilà, il a eu une histoire avec l'école désastreuse. Et donc, il a travaillé, il a été déscolarisé, etc. Puis là, il reprend un bac pro parce qu'il a besoin de ça. Il a quand même pris conscience que ça serait plus facile pour lui. Mais il a quand même 21 ans, il doit passer son bac pro à 21 ans. Et il vient me voir, enfin, ses parents me l'envoient pour. Et sa demande, c'est de s'accrocher à cette dernière ligne droite pour avoir le bac, quoi. Voilà, parce que vraiment, il a horreur d'aller au lycée, il a horreur de, etc. Voilà, je vous dis ça rapidement, mais ce que j'ai compris dans ce qu'il me racontait, c'est que en fait, parce qu'il est hyper intelligent, quand je parlais avec lui, mais il s'intéresse à plein de choses, etc. Il regarde des émissions très pointues à la télé. Enfin, il est passionnant en fait. Et donc, je me dis, mais moi-même, je me dis, mais comment ça se fait qu'il n'a pas mieux réussi dans les études dans ma tête? Et je me dis, en fait, ce que j'ai compris, et il me l'a dit à demi-mot, mais ce que j'ai compris, c'est que le système, c'est pas qu'il est pas, il aime pas l'école parce que c'est comme si le système scolaire ne méritait pas qu'il ait son bac. Il rejette toute cette institution, en fait. Il souffre quand il va à l'école, mais c'est dingue, il avait des trucs physiques, quoi. Et donc, je me suis dit, alors voilà, un des chemins de réparation pour lui, parce que j'avais compris que c'était plus ça que de travailler, en fait. Il adore travailler. Eh ben, je me suis dit, peut-être un chemin, ça serait de trouver dans le système scolaire quelqu'un qui lui redonne l'envie qu'il ait le bac. Un prof sympa, un truc, je sais pas, c'était un truc comme ça, une idée que j'avais. Et donc, je lui dis, Hugo, est-ce que dans toute ta scolarité, est-ce qu'il n'y a pas au lycée un prof sympa que tu as eu? Parce que oui, je ne vous l'ai pas dit, mais il m'a cassé tous les profs qu'il a eus, quoi. Et c'était tous des. Voilà, ils étaient vraiment nuls. Et j'ai dit, il n'y en a pas un qui était quand même, que tu trouvais sympa, avec qui tu avais envie. Avec mes gros sabots, j'ai essayé de trouver quelqu'un dans le système scolaire. Il me dit non, tous des nuls, non, non, tous des nuls, non, non, ne cherchez pas de ce côté-là, il n'y en avait aucun, aucun, aucun. Ok, bon, je dis, bah, c'est dommage. Et je dis, Hugo, au collège, je n'avais pas un au collège, même pas le prof de sport. Il me dit, non, 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 là, au collège, non, non, mais ne cherchez pas, franchement. Enfin, il n'avait même pas envie de chercher, quoi. Et je lui dis, alors, il me voyait, alors je lui dis, et en primaire. Alors, on rigolait au bout d'un moment. Et puis, alors, il me dit, oh, c'est vieux tout ça. Je dis, écoute, je te dis honnêtement, j'ai l'impression que tu rejettes en bloc tous les profs. Moi, j'aimerais essayer de savoir s'il n'y en a pas au moins un qui a trouvé grâce à tes yeux. Et subitement, il me sort un truc comme ça. Il me dit, ben, et il se marre et puis il me dit, il y avait bien ma prof en maternelle, en fait, ma maîtresse de maternelle. Alors là, je me suis engouffrée là-dedans. J'ai dit, tu te souviens d'elle? Il me dit, oui. Comment elle s'appelait? Madame Martin. OK. Et alors, qu'est-ce qui fait que cette prof, cette maîtresse, elle trouvait grâce à tes yeux? Alors, il me dit, bah, déjà, elle trouvait que je dessinais bien, elle montrait mes dessins à toute la classe, etc. Et puis, elle était gentille. Et puis, je sais pas, il m'a parlé d'elle de manière merveilleuse, en fait. Il en avait un très joli souvenir et il me dit, à cette époque, ma mère me disait que j'aimais bien aller à l'école. Vous voyez? Donc, on en a parlé un petit moment. Et puis, au bout d'un moment, je lui ai dit, qu'est-ce que ça te fait de parler de Madame Martin? Il me dit, bah, ça me fait du bien. C'est vrai que ça me fait du bien de parler d'elle. Parce que je me suis reliée à quelqu'un qui a compté pour moi dans le système scolaire et puis qui était gentil. Et est-ce que ça t'aiderait à certains moments, quand tu hésites à aller en cours, etc., est-ce que ça t'aiderait de penser à elle? Hein, qu'est-ce qu'elle dirait, Madame Martin, sur ta capacité à t'accrocher, à l'avoir, ce bac, etc. Il m'a dit, bah, ouais, je sais pas, mais voilà, je sais pas, il savait pas si ça allait l'aider, mais il voulait bien essayer. Enfin bref, j'ai senti que le système de vie revenait un peu. Mais le plus beau était à la séance suivante. La séance suivante, il est revenu, il m'a dit,
il était tout joyeux, quoi. Je lui dis, bah, qu'est-ce qu'il y a? T'as pas encore le bac? Non, il me dit non, pas encore, mais il me dit, la dernière fois, vous m'avez donné envie de revoir Madame Martin, parce qu'il habite la même ville, il est jeune. Moi, j'irai voir ma prof de maternelle, elle serait morte depuis longtemps. Alors lui, il me dit, j'ai été la revoir, en fait, parce qu'il la croise dans sa ville de temps en temps. Et il me dit, vous le devinerez jamais, elle m'a reconnu. Et il lui a raconté les galères qu'il a rencontrées à l'école. Et Madame Martin, elle m'a dit, elle avait les larmes aux yeux, elle lui a dit, je m'excuse pour tous les profs qui t'ont pas donné envie d'aller à l'école. Vous voyez, j'en ai la chair de poule quand je vous en parle. Non, mais c'est pas magnifique cette histoire? Une personne, l'œil d'amour que Madame Martin a posé sur Hugo va l'aider aujourd'hui à avoir le bac. Eh ben, je vous le dis, je vous le donne en mille. Hugo a eu son bac et il est en BTS en ce moment. Voilà. Super, merci Dina. Merci, c'est super. Bravo Hugo. Oui, bravo Hugo surtout. Mais c'était pour vous dire, c'était pas gagné, hein. Mais en tout cas, voilà, c'est pour vous dire que j'aurais pu lancer. Vous voyez, je vous donne des pistes, mais des fois, elles ne prennent pas les pistes. Mais là, elle a pris et je me suis accrochée. C'est pour ça, quand tu dis quel chemin je peux prendre, là, je sentais que c'était une personne qu'il fallait trouver. Voilà, une personne dans le système scolaire qui lui redonne envie d'avoir le bac. Parce il faisait une réaction, quoi. OK. Donc, ben voilà, je ne sais pas si j'ai répondu, je suis un peu partie loin peut-être, mais voilà. Donc ça, c'est un des chemins que je propose dans mon livre, c'est comment on répare une histoire. Vous voyez, dans notre vie, il y a des gens qui nous ont dégradés. Moi, j'en ai rencontré aussi, hein. Moi, j'ai beaucoup souffert aussi dans le système scolaire, mais il y a aussi des gens qui nous regardent dans la vie, des gens qui nous ont accordé de la valeur, qui vont être des antidotes à ces gens-là, en fait. C'est comment on va se faire son club de vie. Et en fonction de ce qu'on a vécu, bah, aller trouver des gens qui nous ont on se souvient plus des gens qui nous ont martyrisés que des gens qui nous ont accordé de la valeur, vous voyez. Donc, moi, j'aime bien à un moment avec mes clients, même si je ne répare pas d'histoire, leur faire leur club de vie, quoi. On va aller chercher des gens témoins de leurs compétences, des gens qui leur ont accordé de la valeur, des gens qui les ont fait grandir, qui seront autant d'antidotes aux histoires de problèmes qu'ils pourront rencontrer. Et à chaque fois que j'honore une personne, avant de passer à une autre, à quel moment ça serait utile de penser à elle, de te relier à elle? Qu'est-ce que le fait de te relier à elle pourrait rendre possible? J'en fais une personne ancrage, en fait. En pratique narrative, on appelle ça le club de vie. Alors, quelle heure est-il? Ça va? Vous avez encore de l'énergie pour qu'on continue encore un peu? OK. Donc, peut-être je vais vous faire bosser un peu, tiens. Je vais juste remettre un peu le… Je vous ai parlé de contre-histoire ou de donner un autre sens à l'histoire qui est assez simple, hein, en fait, hein, mais je voudrais vous donner un cas, voilà, qui est un cas d'un vrai client, hein, et puis vous demandez quel type de questions vous lui poseriez pour réparer son histoire. Moi, une question peut sauver une vie, entre guillemets, hein, bien sûr, hein, peut réparer une histoire, j'entends. Vous avez vu avec Maria, c'était un peu une question qui a généré des réponses qui ont aidé à réparer l'histoire. Donc je fais très attention aux questions que je pose, donc je vais essayer de voir si vous voulez bien m'aider. Est-ce que c'est OK de vous donner un cas et puis de voir le type de questions que vous poseriez? D'accord? OK. Donc, je vais vous parler de Thierry. Thierry, c'est un homme de 45 ans que j'ai accompagné. C'était la deuxième fois que je l'accompagnais, en fait. Il était venu une fois, il est dans la distribution. Il n'a pas choisi ce métier, il y est arrivé un peu par hasard, mais il a grandi dans ce métier, il est manager, il est assez doué dans son métier, il évolue bien, etc. Mais il n'aime pas son métier, en fait. Et donc, une première fois, il a voulu changer de métier. Voilà, il venait pour ouvrir des pistes, voir ce qu'il pourrait faire d'autre. Et puis, finalement, il est resté dans son métier. Et puis, là, il revient une deuxième fois. Et donc, bon, je me dis, pourquoi pas? Mais là, il faut que je comprenne un truc avec lui pour que je ne le revoie pas tous les 2-3 ans, là. Et puis là, je discute un peu avec lui et il me dit qu'il envie énormément les gens qui, quand ils sont enfants, ont un métier, suivent leurs rêves, un métier de rêve, un métier passion, et que lui,
voilà, il fait un métier qu'il n'a pas choisi, dans lequel voilà, il se sent, voilà, ça n'a pas de sens pour lui d'être, etc. Et donc, et qu'il a envie de, voilà, qu'il aimerait bien y arriver. Donc, voilà, donc je pose des questions à Thierry. Alors là, j'essaye d'aller un peu plus loin cette fois pour comprendre un peu. Et je lui dis, mais quand vous étiez enfant, est-ce qu'il y avait un métier que vous rêviez de faire, enfant, même avant? Alors il me dit, et il me dit, oui, quand j'étais enfant, mon grand-père était médecin de campagne, et je rêvais d'être médecin de campagne comme lui, en fait. Alors je dis, mais qu'est-ce qui vous plaisait d'en vouloir être médecin de campagne comme lui? C'était pas tellement. Lui, ce qui lui plaisait, c'était, il accompagnait son grand-père souvent. Et il me dit, mon grand-père arrivait, il prenait son temps, il était disponible. Il y avait un problème quand il repartait, il n'y en avait plus. Les gens étaient contents de le voir. Il réglait un peu les problèmes. Alors, je sais plus, oui, il prenait soin des gens, il leur prenait souvent la main, il prenait soin des gens, etc. Enfin, il me raconte un peu ce qu'il vivait enfant. Et il me dit, et pendant un temps, je voulais être médecin moi aussi, au collège et au lycée. Puis très vite au lycée, on m'a dit que je ne serais pas médecin parce que déjà, je n'avais pas le niveau, en fait, pour être médecin. Je n'avais pas les notes qui allaient avec, etc. Et puis après, il a suivi un peu la vie. Donc, OK, j'entends un truc du style, je voulais être médecin et j'ai pas pu être médecin, peut-être. Je me dis, il y a peut-être une petite histoire blessée. Alors, je lui dis, est-ce qu'il y a des regrets à ne pas avoir été médecin, etc. Il me dit, oui, je pense quand même qu'au début, j'étais vraiment comme si je courais aujourd'hui contre quelque chose que je n'ai pas pu faire. OK. Je vais m'arrêter là parce que je voudrais vous demander quelle est la question que vous auriez posée à Thierry à cet endroit-là pour essayer de réparer cette histoire. Réparer une histoire, il faut un nom d'histoire blessée. Hein. Je voulais être médecin, je n'ai pas pu être médecin. D'accord? À partir de là, voilà, moi j'ai la sensation par moment, pas tout le temps, hein, mais une fois au moins dans une séance, c'est d'aller dans mon atelier à questions là, et de me dire, je vais lui fabriquer la question pour aller essayer de… je vais dans mon atelier avec mes outils et je vais essayer de fabriquer la question qui va réparer l'histoire. Donc, je voudrais que vous alliez 2 minutes dans votre atelier pour fabriquer une histoire qui pourrait réparer cette histoire de Thierry. Quelle question vous pourriez lui poser à cet endroit-là? Voilà. Alors, oh là là, il y en a beaucoup. Alors, est-ce que vous voulez bien me les lire, Soraya, les questions? Oui. Alors, quel autre métier permet de tenir la main des gens, de les aider? Ah ben voilà, vous voyez, quand on réfléchit aux questions qui réparent, j'ai la chair de poule de vos questions là. De quelle façon, dans votre Ton métier de grand-père manager, se rappelle à toi. Comment as-tu pris soin de tes collaborateurs? À quel moment avez-vous pris soin de quelqu'un? Oh là, voilà, vous y êtes. Alors, j'ai rien à vous apprendre, hein, les amis. Non, mais c'est exactement ça. Hein. C'est de très jolies questions quand on les pose au bon moment, en fait. Moi, j'ai demandé… Est-ce qu'il y en a d'autres? Aujourd'hui, Alors, que faites-vous pour apporter à votre entourage? OK. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui qui permet de tenir la main des gens? J'adore parce que vous reprenez les mots et en pratique narrative, la poésie, elle est chez les gens. Donc, on dit qu'on ne reformule pas, on redit les mots du client. Il faut repartir de leur poésie. C'est vrai que tenir la main, c'était joli. Alors, je vais vous… Dans votre métier, qu'est-ce que vous soignez dans votre métier? Qui t'a tendu la main et que tu as tendu la main pour le… J'adore toutes les questions. Dommage que l'accompagnement est fini. J'aurais adoré avoir toutes ces questions sous la main. Alors évidemment, face à une personne, il faut qu'on la fabrique vite, la question. Hein. Je vais vous dire la question que j'ai posée, peut-être à moins que vous vouliez continuer. Qu'est-ce qui vous plaisait vraiment dans le fait de vous projeter en tant que médecin? Alors, il me l'avait bien dit ça. As-tu trouvé dans tes activités les mêmes sensations? Qu'est-ce que vous faites et qui ressemble au métier de médecin? Écoutez, vous êtes en plein dedans. Vous êtes… Et demain, tu feras quoi? OK. Voilà, moi, je vais vous dire la question que j'ai posée qui reprend un peu vos questions. Vraiment, hein, je n'étais pas loin du tout de vous. Et je vous remercie beaucoup parce que ça me fait dire que j'ai quand même posé une bonne question. Donc, j'ai dit à Thierry, parce que je l'ai fait se regarder
Voilà, enfin, c'est une question un peu longue, mais j'ai fait d'abord un petit édito. Je lui ai rappelé tout ce qu'il m'avait dit. Hein, j'ai fait, voilà, alors vous m'avez raconté ça, que vous vouliez être médecin comme votre grand-père, que vous aimiez beaucoup, et que vous vouliez l'être parce que vous aimiez la disponibilité. Enfin, j'ai repris un peu tout ce qu'il avait dit et qui résumait à prendre soin des gens, voilà, de résoudre les problèmes des gens, de prendre soin d'eux, etc. Et puis au bout d'un moment, j'ai posé ma question. J'ai dit, parce que je l'ai ramené un peu à l'endroit où je voulais qu'il soit pour lui poser la question. Et parce qu'il m'avait dit beaucoup de choses. Et je lui ai dit, alors je vais essayer de m'en souvenir parce que c'est une question un peu à rallonge, très hypnotique. Je lui ai dit, Thierry, si le petit Thierry, si le petit Thierry adolescent qui rêvait d'être médecin avait pu observer le grand Thierry dans ses différentes fonctions depuis 20 ans et dans ses différents métiers qu'il a fait, ses différentes fonctions qu'il a occupées, qu'est-ce que le petit Thierry aurait pu observer qui lui montrerait que d'une certaine façon, vous êtes resté fidèle à votre rêve d'être médecin? Voilà. Et là, Thierry, j'ai senti que la question, elle a mis un petit temps à arriver parce qu'elle est un peu longue. Donc, j'ai attendu un peu. Et j'ai su qu'elle était arrivée quand il était, je l'ai senti très ému en fait. Donc, et il m'a dit, le petit Thierry, il aurait vu que j'ai été quand même un manager très disponible, un manager qui aime résoudre le problème de mes collaborateurs. Il m'a raconté des tonnes d'histoires où, par exemple, il avait repéré une standardiste qui était bien plus qualifiée que le boulot qu'elle faisait. Il a parlé avec elle et il a aidé à aller à un autre poste, etc. Il était très attentif à l'écoute, etc. Enfin, il m'a raconté des histoires merveilleuses et je lui ai dit comment vous qualifieriez le manager que vous avez été et que vous êtes, un manager qui prend soin des gens et de ses équipes. Et voilà, donc je ne sais pas si j'ai réparé l'histoire, mais en tout cas, il a pris conscience à la fin. Il m'a dit, j'ai envie, maintenant je sais que je fais quand même ce métier de prendre soin des gens. Je suis un médecin dans mon travail où je prends soin des gens, mais ça l'a un peu... il était très fier d'être resté fidèle à son rêve, en fait. Voilà. Donc, c'est ça qui a permis de réparer. Ce qui fait qu'il est reparti dans son job, mais il a envie d'aider plus les gens, en fait. Donc, il va rester dans son domaine et il va essayer enfin, il veut s'occuper de formation, il veut s'occuper de choses qui vont aider les gens, en fait. Et là, je pense que je ne le reverrai plus, malheureusement. Parce que je crois que ça y est, là, il ne va plus revenir. Voilà. Donc, merci parce que, voilà, voilà, je voulais vous dire que quand j'aborde, pourquoi je dis réparer les histoires, ce n'est pas pour faire un peu d'effet, j'aime bien aborder ma pratique comme ça parce que je me dis, face à une personne, je ne me dis pas c'est quoi son problème, je me dis c'est quoi l'histoire qui lui pose problème et comment je peux l'aider à réparer cette histoire en fait. Vous voyez, c'est un peu ça que je me dis. Donc, ça m'aide à garder une posture où on ne parle pas de la personne, on parle de son histoire et du coup, on peut faire équipe avec la personne pour réparer l'histoire en fait. Vous voyez, je ne suis pas écrasée par l'histoire et je peux réparer l'histoire. Donc, c'est un angle de vue en fait que je prends en réparant les histoires. Voilà, je ne sais pas si je répare les histoires, mais en tout cas, je valide toujours qu'une histoire est mieux qu'une autre quand on est arrivé. Est-ce que ça vous convient d'être une experte en pervers narcissique? En quoi ça va vous aider demain, etc. Vous voyez, pareil pour Foi en la vie, pareil pour où vous en êtes, Thierry, par rapport à ça. Qu'est-ce que ça vous donne comme idée, etc. Vous voyez, je veux être sûre que quand même, ça lui convienne. Hein, c'est pas... Donc, voilà. Est-ce que vous avez... Est-ce qu'il y a des questions, Soraya ou Oui, en fait, c'est pas une question, c'est juste pour vérifier, c'est une sorte de recadrage, le fait de revérifier avec la personne si c'est ça. Alors, moi, le mot recadrage, alors peut-être il a plusieurs sens, mais pour moi c'est plutôt, c'est lui qui sait si l'histoire est réparée, c'est pas moi. Donc, je valide qu'il prend, en fait, que c'est mieux que ce qu'il vit, en fait, que c'est OK. Voilà, donc c'est juste valider avec lui que c'est OK.
C'est lui qui me donne le nom de son histoire blessée, c'est lui qui valide que là où il est arrivé, c'est mieux que de là où il part, en fait. Et qu'est-ce que ça lui donne comme espoir par rapport à son objectif? Vous voyez, on se retourne, j'oublie quand même pas l'objectif qu'on a à travailler, hein. Donc, voilà, peut-être que pour terminer, si vous avez encore un peu de temps, je peux vous parler de l'arbre de vie pour réparer une histoire. Je ne sais pas si ça vous dit. Alors, Oui, j'aime bien parce que… Non, mais Nous avons j'adore encore parce 30 que… minutes. Nous avons Ah, encore 30 minutes devant nous. Oui, mais je ne sais pas si les autres ont encore 30 minutes à me consacrer. Je Mais en vois tout beaucoup cas, de Oui, oui. c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il y a Oui, beaucoup oui, de il y a oui. des oui. j'adore la Oui, très visio bien. parce que comme personne répond, voilà, je n'ai pas de contradiction. C'est OK, on continue alors. Eh ben, écoutez, en tout cas, moi, voilà, je suis avec vous jusqu'à 20h30. Donc, je vais, voilà, pour terminer. C'est l'apéro, on boit tes paroles. Ah, d'accord. Merci. Mais est-ce qu'elles enivrent ou pas? À fond. Merci, Bernard. Les Bernard, ils m'aiment bien en général. Mon mari s'appelle Bernard. Les Gabi aussi, ils Ah, t'aiment les bien. Gabi aussi, d'accord. Tu es toujours aussi top. Merci. Alors, je vais vous parler hop, de l'arbre de vie que certains connaissent sûrement. Mais là, je vais vraiment vous en parler, axé, réparer les histoires, en fait. Alors, hop, comment ça se fait que ça ne… Alors, je voulais juste, avant de passer à l'arbre de vie, on n'a pas beaucoup parlé de l'ancrage. Quand on arrive à une nouvelle histoire, vous voyez, moi, quand je travaille à réparer l'histoire, peu importe le chemin que je prends, je demande à la fin de la séance où vous en êtes. Hein, si vous deviez, voilà, voilà, où vous en êtes de votre histoire, etc. Voilà, il va me dire où il en est. Et puis, si vous deviez renommer cette histoire-là, de ce que vous me dites, où vous êtes arrivé, l'histoire où vous êtes arrivé, vous l'appelleriez comment? Voilà. Voilà. Si il n'a pas de nom, c'est pas grave, hein, c'est juste pour montrer qu'il a avancé un petit peu. Et puis voilà, je voudrais partager avec vous comment on renégocie la relation avec l'histoire de problème. Parce qu'il ne faut pas oublier que on a nommé le problème, d'accord? J'ai une jeune fille qui a nommé son problème crise d'angoisse. Ses parents me l'ont emmenée comme quelqu'un de timide. Vous voyez, elle est trop timide. Elle ne peut plus pas parler en cours, elle est en prépa kiné et elle est incapable de prononcer 2 mots. Devant ses camarades, etc. Enfin, limite, je me demandais si je pouvais l'accompagner, en fait. Mais elle était suivie par ailleurs, donc j'ai quand même relevé le défi. Donc, elle a nommé, alors quand je me suis retrouvée seule avec elle, et qu'on a parlé de ce qu'elle vivait, je lui ai dit, alors il paraît que tu as une histoire avec timidité, etc. Elle me dit, moi, enfin, elle n'avait pas l'air vraiment de se voir timide. Je dis, mais comment t'appellerais ça, toi, lorsque tu vis? Elle me dit, non, c'est comme une crise d'angoisse que j'ai au moment où je dois prendre la parole. Mais le reste du temps, je ne suis pas tellement timide. C'est juste quand je dois parler devant des gens, en fait. Et plutôt en cours, parce que dans ma famille, je peux parler, ça va. Avec mes amis, je peux parler, ça va, etc. Voilà, donc on a bien exploré ça. Elle a nommé crise d'angoisse au moment de prendre la parole en cours. Bon, voilà. Et puis, on a travaillé ça, voilà, on a réparé, etc. Et puis, au bout d'un moment, voilà, je lui ai dit, écoute, comment on acte? Ben, on va écrire, je te propose d'écrire une lettre maintenant qu'on a bien avancé et qu'elle avait repris un peu espoir. Je lui ai dit, alors elle avait bien compris ce qui se jouait quand crise d'angoisse était là, etc. Et ben maintenant, alors je propose à mes clients, s'ils le souhaitent, hein, de renégocier leur relation avec leurs problèmes. Donc, je leur dis, quel type de relation vous voulez avoir avec… Parce que les gens, ils ne veulent pas forcément ne plus avoir la visite de leurs problèmes, parce que des fois, ils sont un peu attachés à leur histoire de problème. Hein. Alors, je lui dis, qu'est-ce que vous voulez maintenant comme type de relation? Parce que, voilà, peut-être il va vous revisiter. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Est-ce que vous voulez l'abandonner, l'éclipser, le dissiper, le dompter? Enfin, je voudrais qu'il trouve un mot eux-mêmes. Vous voyez, je vous ai mis quelques exemples. Et Jeanne, ma cliente, là, elle m'a dit, non, moi, je veux plus le voir. Je veux qu'il parte de ma vie. OK. Alors, est-ce que vous voulez bien, pour la séance prochaine, acter ça, c'est-à-dire trouver le moyen de lui dire d'une manière ou d'une autre, par écrit. D'accord? Donc, c'est une manière d'ancrer ça. C'est ça l'ancrage. Alors, elle est revenue. Alors, je leur donne un peu quelques indications parce que c'est un peu nouveau pour eux de faire comme ça. Donc, je leur dis, voyez,
je leur donne ça, ce que je vous montre là. Hein, je leur dis, ben voilà, vous allez écrire une courte lettre au problème, maintenant qu'on l'a identifié, et lui dire, vous allez l'informer que vous avez appris son vrai nom, vous avez découvert ses modes opératoires, mentionnez quelques effets que ça a dans votre vie et informez-le que les choses ils vont changer maintenant. Vous allez reprendre la main un peu, hein, etc. Voilà. Et ben, je vais vous montrer la lettre de Jeanne. Quand elle est arrivée, elle m'a dit qu'elle lui avait écrit et je lui ai dit, tu veux bien me la lire? Et voilà, je la partage, elle est OK, hein, je la partage avec vous. Donc, voilà la lettre de crise d'angoisse. Donc, peu chère crise d'angoisse, cela fait maintenant plus de 3 ans que nous nous côtoyons et je t'écris cette lettre pour te demander de me laisser continuer ma route sans toi. Même si cela a été difficile à avouer, j'ai bien pris conscience que tu n'étais pas là pour rien et que tu me protégeais et me permettais de ne pas penser à des choses plus inquiétantes que toi. Ça, c'est des choses qui avaient émergé. Te côtoyer m'a donc apporté quelques avantages, mais cela me semble si peu à côté de ce que tu m'as fait endurer. Le renfermement sur moi-même, la perte de confiance en moi, les heures de sommeil perdues à t'appréhender, l'énergie dépensée à essayer de te contrôler lorsque tu m'envahissais malgré moi, et ce sentiment de honte que je m'imposais après t'avoir laissé me paralyser devant les autres, alors que finalement, c'est toi qui devrais avoir honte de m'imposer cela. Il serait mieux pour moi que tu partes, pour que je puisse m'épanouir et profiter de mes études, que j'ai la chance d'avoir pu choisir, pour que je puisse enfin prendre la parole librement en cours sans que cela me demande un effort surhumain, sans croire que j'en suis incapable et sans avoir l'impression que la pire des choses va m'arriver. Merci d'accepter. Excusez-moi parce que j'ai mis votre tête sur la fin, mais je ne sais plus ce que c'était à la fin. Merci d'accepter ma décision. C'est sans verser une larme que je te dis adieu. Alors, vous voyez, elle l'a écrite. Donc, c'est quand même un acte. Hein. Elle a posé ces mots. Elle me l'a lu. Elle voulait que je la lise. Je dis, tu veux bien me la lire? Elle me l'a lu. Et je lui ai relu. Je dis, tu veux que je te la lise? Et je lui ai relu. Vous voyez, donc, il y a eu tout un travail où on a honoré cette lettre. Et c'était un très, très beau moment d'ancrage, en fait, parce que, voilà, où on ancre la décision. C'est comme si elle proclamait quelque chose face à son problème. Et c'était un moment très délicieux. Vraiment, elle était vraiment dans une belle énergie quand elle a fait ça. Et donc, après, une fois qu'on a continué un peu le travail quand même, après, une fois qu'elle est là, que le système de vie recircule, on peut mettre en place des choses s'il revient nous visiter. Là, elle a des idées, vous voyez. Donc, on avait plein d'idées pour contrer crise d'angoisse si elle voulait remontrer le bout de son nez, là. Et là, après, on a travaillé comment ne plus le laisser rentrer, et sinon, qu'est-ce que je peux faire, sur qui je peux m'appuyer, etc. Voilà, je voulais juste vous montrer ça parce qu'on n'a pas… C'était en 3 étapes. Hein. Il y avait ramener sur le rivage, travailler, réparer l'histoire et ancrer. L'ancrage est important pour que ça ne revienne pas ou pour que ça revienne moins puissamment. Et alors aujourd'hui, Jeanne, pour vous donner des nouvelles, évidemment, elle est kiné. C'était il y a quelques années, enfin, il y a 4 ans. Et Jeanne, comme tous mes anciens clients, je les garde comme des personnes qui peuvent venir m'aider quand j'ai des clients qui vivent un peu ce qu'ils vivent, vous voyez. Donc, elle vient m'aider, accompagner des clientes qui ont du mal à parler en cours. Elle redevient l'experte de celle qui a su combattre crise d'angoisse et qui vient m'aider à réparer. Vous voyez, c'est joli, non? Bon, je suis un peu la ravie du village, je suis désolée, mais je me réjouis toute seule de ce que je fais. Bon, voilà, donc là, maintenant, je vais vous parler de l'arbre de vie pour réparer une histoire. Donc, l'arbre de vie pour réparer une histoire, donc quand j'utilise l'arbre de vie, c'est toujours dans les racines que ça se passe. Vous voyez, on demande, alors ça n'a rien à voir avec l'arbre de vie que vous connaissez, hein, ça c'est un protocole que j'ai conçu pour réparer les histoires. Donc en général, je demande à la personne alors on explore son histoire de problème, d'accord? On nomme l'histoire, on est bien d'accord, hein, tout ça, ça ne change pas, mais c'est au moment de la réparation en fait. Je décide de faire l'arbre et de travailler la contre-histoire par exemple, ou alors de donner un autre sens. Mais elle dessine un arbre et dans les racines, c'est le passé. C'est qu'est-ce que la vie m'a déjà appris. D'accord? Donc là, c'était quoi? Là, je vous en ai parlé de celle-là. Ah oui, j'ai un manager qui me…
qui me dit qu'il se sent un mauvais manager. Vous voyez, il a une image de lui comme étant un mauvais manager. Voilà, donc on en discute un peu et je lui ai dit, qu'est-ce que c'est quoi pour vous un bon manager? Il me dit, alors j'ose à peine vous le dire, il me dit, c'est quelqu'un qui a des couilles. Ok, je ne vais pas demander c'est quoi avoir des couilles, j'avais peur qu'on ne sait jamais. Mais bon, voilà. Donc, voilà. Donc, en tout cas, ce qu'il entendait par là, c'était quelqu'un qui prend des décisions, voilà, qui est courageux, voilà, qui restructure sans état d'âme, parce que des fois, il ne faut pas avoir d'état d'âme, il faut se faire respecter, etc. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on attendait de lui dans la nouvelle boîte où il était. Il venait d'arriver. Et il avait déjà travaillé ailleurs, il venait d'arriver et donc du coup, comme il avait un peu de mal, on lui avait conseillé un coaching pour travailler son leadership. Et face à moi, il me dit, écoutez, je ne sais pas ce que on va travailler, mais en tout cas, moi, je peux vous dire une chose, je crois que je ne suis pas fait pour être manager. Je suis un mauvais manager. Enfin, ils avaient réussi à lui faire croire qu'il était un mauvais manager. Donc, je me suis dit, je vais le regrader, ce monsieur, un petit peu avant de voir s'il est vraiment un mauvais manager ou pas. Voilà, on va travailler à… Alors, je lui ai dit, écoutez, moi, j'aimerais bien, avant qu'on voit comment travailler votre leadership et ce que vous voulez faire, plus ou pas de management, mais en tout cas, moi, j'aimerais bien, si vous le souhaitez, hein, aller à la rencontre de votre style managérial. Parce que moi, pour moi, il y a autant de managers que d'individus. Donc, je voudrais savoir un petit peu si on faisait l'arbre de vie du manager que vous êtes, fondamentalement, pour voir un peu, après on verra si ce que vous êtes convient ou pas, quoi. Parce que voilà. Alors, il me dit, OK, je veux bien. Et donc, voilà. Donc, on a fait l'arbre de vie pour le regrader un peu dans son style managérial, pour le faire regagner un peu en confiance. Il avait aussi besoin de regagner en confiance. Donc, je lui ai dit, voilà, la question qui répare, elle est au niveau des racines. Alors, maintenant, j'ai vu que vous posez de très belles questions, donc peut-être vous n'auriez pas posé celle-là, il n'y a aucun souci. Mais c'est moi, je lui ai dit, quand vous vous retournez sur votre parcours de manager, quels sont les moments où vous vous êtes senti à votre juste place? Quelles expériences pro significatives et pourquoi? Quelles sont vos expériences pro significatives de pourquoi vous avez choisi d'être manager? Voilà. Et puis, hop, il a réfléchi, puis il a mis plein de mots dans les racines. Voilà. Et comme pour l'autre histoire, il m'a raconté toutes les expériences où il était bien en tant que manager dans les autres boîtes, en fait. Et à chaque fois qu'il me racontait ça, qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? Le savoir, il est dans les histoires. Donc, on allait chercher ce qu'il y avait dans cette histoire qui faisait sa compétence, ses valeurs, etc. Et en fait, on s'est aperçu que c'était juste un mec bien, en fait. Parce que franchement, il adore le collaboratif, il adore passer du temps avec ses équipes, il adore prendre du temps. Voilà. Bref, il m'a raconté plein d'histoires et dans toutes ces histoires, il adorait faire grandir ses collaborateurs, par exemple. Et aujourd'hui, on lui demande de restructurer, c'est-à-dire de virer certaines personnes et de déplacer d'autres. Et il m'a dit, moi, je ne suis pas manager pour virer des gens, en fait. Vous voyez? Donc, OK, donc du coup, à chaque fois qu'il me racontait une histoire, on remplissait le tronc des compétences, le sol des valeurs, etc. Puis au bout d'un moment, je lui ai demandé de nommer son style managérial, en fait. Si vous deviez donner un nom au manager que vous êtes fondamentalement, votre style, il m'a dit, je suis un manager de proximité, bienveillant et à l'écoute des différences. Vous voyez, c'est quand même autre chose qu'un mauvais manager, quand même. En fait, il est mauvais manager par rapport à ce qu'on attend de lui. On veut le conformer à un management qui n'est pas lui. Donc après, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est sûr. Donc, et je sentais qu'il avait repris espoir, donc en fait. Et je lui ai dit, quand vous vous reconnectez à ce type de manager, c'est quoi les branches? C'est quoi les espoirs que vous avez? C'est quoi la promesse derrière être un manager comme ça, quoi? Qu'est-ce que ça permet dans les équipes, etc. Et puis, dans les feuilles, je lui ai demandé des gens qui lui avaient montré le chemin d'être un manager comme ça. Il avait été managé comme ça aussi, et ça lui avait beaucoup plu, etc. Qui sont vos inspirations en termes de manager, etc. Enfin bref, on avait fait un très bel arbre. Et à la fin de cet arbre, je lui ai dit où vous en êtes. Et là, il m'a donné ce nom de manager. Et je lui ai dit où vous en êtes de quitter le management, etc. À l'endroit où vous êtes. Il me dit, parce qu'il ne savait pas s'il devait quitter cette boîte. Enfin, il était un peu dépité quand même, hein, au moment où on a commencé le coaching. Et là, après cet arbre, il m'a dit, écoutez,
moi, quand même, j'ai voulu rentrer dans cette boîte parce qu'il aime ce qu'ils font. Je ne vais pas vous le dire, malheureusement, mais il aime ce qu'ils font. Enfin, voilà, ça avait du sens pour lui de bosser dans cette boîte. Il me dit, à l'endroit où je suis, je me sens d'aller défendre mon style managérial, en fait. Donc, avant de partir, je vais essayer de le défendre. Je veux bien essayer. Si je peux être un manager comme ça, moi, j'y vais quand même. Mais il me dit, ça va être dur, hein, parce que là, je me bats contre des gens, je ne suis pas sûre que ça peut marcher. Mais je lui dis, est-ce que vous pensez que vous pouvez restructurer en étant le manager comme ça, etc. Il me dit oui. OK. Ben, il me dit, voilà. Donc, on s'est quitté comme ça. Et puis, il est allé en discuter avec son N+1 qui lui a dit, ben, écoute, si tu peux arriver à me faire bouger les choses avec ton style, nous, c'est OK. Hein. Donc, il a essayé. Et en fait, ben, voilà, il s'est fait aider, bien sûr, mais il est resté. Voilà, il a choisi de rester. Finalement, il y a plusieurs managers. Hein, il y en a d'autres qui sont plus dans ce qu'on attend d'eux. Mais lui, il était solide voilà, il est resté qui il était, quoi. Et il est plutôt content d'être là-bas aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est pour vous dire, voyez, comment lui, il vient, je suis un mauvais manager, pourquoi pas. Hein, moi, j'en ai aussi connu des managers qui pouvaient être mauvais. Mais je crois que, voilà, qu'il y avait quand même quelque chose, voilà, à l'endroit où il était au milieu de la rivière, il n'arrivait pas à penser normalement, quoi. Donc, il se croyait vraiment un mauvais manager et c'était pas à l'endroit où il était, c'était pas le moment de prendre une décision de partir, de rester, etc. Donc, je lui ai dit, hop, on va faire une petite pause, on va voir plutôt votre style, ce que vous faites et on va voir. Et vous allez juger vous-même après. Parce que ça lui va très bien d'être un manager comme ça. Hein. Ça honore vraiment ses valeurs, etc. Alors, je sais pas, j'ai peut-être un autre exemple. Non, voilà, mais je sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, voilà, l'arbre de vie m'aide. C'est un média pour aller faire les racines représentent le passé et dans le passé, la vie nous a déjà appris beaucoup de choses sur comment résoudre les problèmes, comment relever les défis. C'est vraiment là que je vais puiser toute c'est ce que les gens ont déjà fait en fait. Comment ils réagissent courageusement à ce qu'ils font, comment ils gèrent les situations, les défis qu'ils relèvent. J'aime bien partir de cet endroit-là où ils partent pas de nulle part, où ils ont déjà relevé des défis, où ils ont déjà. Vous voyez, c'est pas la méthode Coué, c'est des histoires qu'ils ont vécues en fait. Je sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, je vais juste vous dire que peu importe l'âge, moi j'accompagne des enfants et les enfants aussi, ils ont de l'expérience. Pendant le Covid, j'ai accompagné, je faisais des petites visios avec des enfants qui avaient du mal à rester enfermés à la maison, vous voyez. Donc, on avait fait des petits ateliers comme ça pour les enfants. Ils avaient 6-7 ans. Et je leur ai fait un arbre de vie pour résister à sa situation, etc. Je ne sais plus comment j'avais appelé ça. Et je demandais aux enfants, à un moment donné, quel conseil à une petite fille, je lui ai dit, quel conseil tu donnerais à un copain à toi qui a du mal à rester à la maison. Elle a 7 ans, hein, 6 ans même. Quel conseil tu lui donnerais? Elle me dit, ben, je lui dirais, tu préfères sortir ou payer 135 €? Elle avait tout compris. Elle dit, je lui dirais aussi, ben, tu sais, si tu ne peux pas le voir, tu peux lui téléphoner aussi. Hein. Tu peux faire ci, tu peux faire ça. Enfin, c'était magnifique. Je pense que les gens, moi, quand ça ne va pas pour moi, elle me dit, ben, je vais dans ma chambre, je téléphone, je crie. Enfin, vous voyez, il y avait plein de choses. Quoi. Il n'y a pas d'âge pour mettre en place des choses. Dès qu'on rend le savoir aux gens, c'est magnifique. Ils ont des tonnes d'idées. Ils ont des tonnes d'idées et ils mettent en place des tonnes de choses. Dernière petite question par rapport à l'arbre et à l'âge. J'ai une jeune fille au collège qui me dit qu'il y avait une histoire comme quoi elle n'imprime pas les devoirs. Elle a du mal à travailler parce qu'elle a l'impression qu'elle écoute, elle est très studieuse, mais ce qu'elle écoute, elle n'arrive pas à l'enregistrer. Et elle a dit, j'imprime pas. D'accord? Donc, honorer les actes de résistance, je lui ai dit, écoute, tu es quand même en 3e, donc tu as dû quand même enregistrer 2-3 petites choses quand même. Moi, j'aimerais savoir déjà les petites choses que tu as essayé, tu as tenté. Là, je sens que tu as du mal, ça devient de plus en plus dur, mais qu'est-ce que tu as déjà tenté pour essayer de retenir? Oh, elle me dit, bah, la dernière chose que j'ai tentée, et ça, j'ai trouvé ça incroyable, c'était la classe entière. Elle m'a dit, quand j'arrive le soir, je mets mon téléphone à l'enregistrement, je relis mes cours et je le lis à voix haute et je m'enregistre sur mon téléphone. Et ensuite, je me réécoute ça dans les oreilles. Et je dis, mais comment ça t'est venu l'idée de faire comme ça? Elle me dit, parce que quand j'écoute des chansons, tout ça, je
quand ça passe comme ça, je retiens mieux. Et je dis, mais voilà, et puis je demande au reste de la classe, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, c'est génial, moi aussi je vais faire comme ça. Vous voyez, c'est pas moi qui vais lui dire comment imprimer, mais c'est déjà honorer le fait qu'elle m'a pas attendu. Et tout le monde a reconnu que c'était une super idée, qu'ils allaient essayer, etc. Voilà, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas d'âge, c'est ça que je veux vous dire. On peut honorer les actes de résistance des enfants, comme on peut honorer les actes de résistance en entreprise et réparer les histoires de j'imprime pas, etc., en honorant aussi les actes de résistance. Bon, ben, je crois que j'ai été au bout de ce que je pouvais faire avec vous ce soir. J'espère que ça va, j'espère que ça a été OK. J'aimerais bien voir si comment dire, si des vocations de guérisseurs d'histoire sont nées ce soir ou pas. Mais je sais que vous le faites, hein. Quand on est dans l'accompagnement, on est des guérisseurs d'histoire. Mais tel que, voilà, j'aimerais peut-être un ou deux petits feedbacks. Vous m'avez passé la balle au début, peut-être un ou deux feedbacks avant de partir, avant de nous quitter. C'était formidable, franchement, ça donne beaucoup d'envie, beaucoup d'émotions. Moi, j'ai été très touchée par les exemples. Peut-être que tu pourrais revenir vers nous pour arrêter le partage, qu'on te voit, Dina. Ah oui, pardon, oui. Et donc, j'étais très touchée par les histoires. J'ai trouvé cette lettre magnifique, la lettre d'adieu au problème. J'ai trouvé vraiment, vraiment très touchant. Bon, bah super, merci beaucoup. Il y a beaucoup de messages dans le chat, il y a beaucoup de compliments. Superbe et inspirant, Dina, comme toujours, vraiment. Merci, Gabriel, c'est sympa d'avoir été là. Ah, ben j'ai pu, alors tu parles, j'en ai profité. Super, merci beaucoup. En tout cas, vraiment, je me suis dit comment je peux faire passer en 1h30 réparer les histoires. Je ne sais pas si j'ai réussi à être vraiment très claire dans ma manière de vous l'expliquer, mais évidemment que c'est très simple. Moi, j'aime les choses simples, en fait. Et donc, j'essaye vraiment, les 12 chemins que je donne dans le livre, c'est vraiment très protocolaire, quoi. J'essaye de l'expliquer vraiment avec beaucoup de détails et beaucoup d'exemples. Voilà. Je l'ai commencé, il est super clair. Bravo. Bon, ben merci, ouais, vraiment. Vraiment, ben merci à vous parce que, ben voilà, s'il y a des questions, il y a encore 2-3 minutes, je veux bien y répondre. Merci beaucoup, Dina, pour tous les magnifiques exemples qui ont ancré dans Merci, Sabine. Dans une réalité. Et est-ce que tu pourrais donner simplement quelques autres noms de chemins de réparation piochés parmi les 12 hein? D'accord. Alors oui, tu as raison, parce que je ne les ai pas développés, parce que ce n'est pas possible. Mais alors, il y a externalisation du problème, parce que c'est quand même une méthode narrative où on va externaliser le problème, c'est-à-dire, voilà, je donne tout le questionnement pour le faire, comment on sépare la personne du problème. Il y a la déconstruction, quand le problème, on sent que c'est une croyance. Vous voyez, les gens qui nous disent « il faut »,« je devrais ». Vous voyez, moi, j'ai un client, il me dit il est très seul dans sa boîte, voilà, il se sent très isolé et très seul, et il me sort un moment où on ne peut pas être amis, parce que ça fait 13 ans qu'il bosse dans la même boîte, il n'a pas un pote dans sa boîte, et il me dit on ne peut pas être amis avec les gens avec qui on travaille. Vous voyez, donc là, le chemin de réparation, je vais aller dans la déconstruction. Donc, je montre comment on va déconstruire cette croyance qu'on ne peut pas être ami avec des gens avec qui on travaille. Donc, d'abord, j'ai commencé à lui dire « Ah bon, je ne savais pas ?» parce que moi, je me suis fait plein de potes au boulot. Qui dit qu'on ne peut pas être… qui dit qu'on ne peut pas… Moi, je ne savais pas. Voilà, puis il y a tout un questionnement pour déconstruire et qui termine toujours par « Et toi, qu'est-ce que tu en penses, quoi ? Est-ce que c'est vrai pour toi aussi ? Est-ce que… » Voilà. Donc, il y a ça. Il y a l'absent mais implicite, c'est-à-dire quand on veut sortir les gens de la plainte, vous voyez, quelqu'un qui se plaint, par exemple, en pratique narrative, la plainte, c'est un hommage qu'on rend à ce qui est précieux pour nous et qui ne vit pas. Vous voyez, les gens moi, j'adore les gens qui se plaignent parce que ça veut dire qu'il y en a, ils se plaignent même plus. Vous voyez, c'est aussi un acte de résistance que de se plaindre. Bon, il ne faut pas que ça dure trop non plus. Mais derrière une plainte, il y a des valeurs. Ta plainte, hein, ta colère, ta plainte, à quoi elle dit non, en fait, à quoi elle dit oui. Vous voyez, c'est une manière d'aller chercher ce qui est précieux et qui ne vit pas. Donc, il y a tout un chemin de réparation vers l'absent mais implicite, vers la déconstruction, l'externalisation, vers la contre-histoire, alors je ne les ai plus de tête là, vers honorer ses regards d'amour, là, comme je vous l'ai dit avec Hugo. Il y a aussi réparer
une histoire familiale, parce que j'ai beaucoup accompagné de gens ben voilà, qui avaient à un moment donné voilà, une histoire blessée au niveau aussi de la famille. David Denborough nous a fait faire un très joli travail voilà, sur ça. Donc voilà, je le partage. Alors, je ne sais pas si je t'en ai donné assez, mais je sais qu'il y en a 12. Je suis désolée, je ne les ai pas tous en tête là. Mais il y en a d'autres. Hein. Il y en a d'autres. Je ne sais pas combien je t'en ai donné, mais il y en a d'autres. Merci beaucoup. Merci de m'avoir accordé ce temps. Donc, on va se quitter maintenant, mais on se retrouve tous, j'espère. Et juste dire que le support que vous avez vu, si vous le voulez, je peux l'envoyer Oui. à Sylvie moi, pour qu'elle à vous le moi transmette. et je vous l'enverrai, enfin, EMCC France vous l'enverra avec le replay de ce webinaire. Donc, je voulais ajouter, avant de nous quitter, que notre prochain webinaire est le 24 mai. Nous traiterons du burn-out, l'accompagnement du burn-out par le coaching, avec donc ses limites, et on fera ça avec deux intervenants. Donc, Marie Willems et Claude Noir, qui a fondé le coaching de santé à l'Institut Repère. Donc, j'espère tous vous retrouver sur ce sujet-là aussi. Et donc, c'est le 24 mai. Et d'ici là, eh bien, nous allons revoir ensemble le replay de ce webinaire. Je suis dans le début de ton livre « Réparer les histoires » qui est, comme tu nous l'as présenté, simple, concret, présent et extrêmement émouvant par les exemples que tu donnes. Et je dois dire aussi que je suis une fan de Samantha dans Ma sorcière bien-aimée. Donc, je me rappellerai. Pas la seule, merci. Et avec mon nez, ce serait plutôt comme Tabata parce que je ne peux pas le bouger toute seule. Il faut que je prenne mon doigt pour faire comme ça, comme ma petite fille de 6 ans. Et là, tous les problèmes s'évanouissent d'emblée. Voilà, merci. Et bravo Sylvie à toute l'équipe. Vous Oui, faites merci un à vous, super merci boulot. à vous. C'est vraiment génial. Et on est vraiment heureux de se retrouver tous ensemble. Et je vous remercie tous parce qu'on est des bénévoles et on est ravis de partager ces moments ensemble et avec chacun de vous. Je vous souhaite tous une très bonne fin de soirée. À bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci À bientôt. La commission dynamique associative. Bonne soirée. Merci à l'équipe radio. Écoutez tous la radio. Radio, Merci. c'est formidable. Allez-y Oui, c'est tous, vrai, les grandes fans. Au revoir, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Au revoir Au revoir. à tous. Merci, au revoir. Alors, je vais arrêter l'enregistrement, normalement, ici. Merci, hein, merci Soraya, tu as assuré sur les questions.